Hey, vous écoutez la Ligue des Cinévores avec moi, toujours votre animateur fidèle au poste, Mathieu, et avec moi, toujours mon dodu préféré, mon Chewbacca, Max. Comment ça va, Max? Comment ça va, toi, mon petit Hitler d'amour? Ah, vu que tu me demandes si gentil de même, puis Mon Hitler Jonathan d'amour. Betté de temps perdu. Je suis pas sûr qu'Hitler est un beau compliment, en tout cas. Jonathan Betté non plus, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça aussi, en tout cas. C'est qui, ouais? Non? C'est le gars qui est soupçonné d'avoir tué Cédrica, c'est... Ah. Hein? T'as des beaux compliments pour on moi. devrait censurer cette joke-là. Hein? Ouais, t'as des beaux compliments pour moi à soir, Max. Je sais pas que je t'ai fait, hein. C'est peut-être le container que j'ai écrit en secret pour toi qui fait que t'es de même, là. Et by the way, hein, on fait aucune joke sur Cédrica ce Ouais, soir. non, c'était. Ça serait trop mal venu de faire ça. On rit du monsieur. Ouais, bref, moi je vais bien. Écoute, je suis en forme, je suis prête pour l'émission, beaucoup d'énergie. Et toi, est-ce que tu vas bien? Mais t'as l'air d'être content, là, t'as reçu tes jeux que t'attendais avec impatience. Ouais, j'ai hâte de jouer. J'ai reçu ma copie d'Uncharted de Lost Legacy. J'ai hâte d'y jouer dès après l'émission. Mais gros, Je sais que t'as de quoi sur le cœur, là. Non, mais avec la panne de courant que j'ai eu aujourd'hui, puis écoute, je suis Je débordé. parlais plus d'annonces de Nintendo puis de. Ah, vite, là, je veux pas. Je sais qu'on est un podcast Ouais. de cinéma, là. Mais là, on a su aujourd'hui même, là, quand vous allez écouter le podcast, Ouais. c'est sûrement le lendemain, là. Ben, la Nintendo Super Mini, elle sortira pas au Québec parce que la boîte est pas en français. Moi aussi, je trouve ça. Je trouve ça poche. Parce qu'ils l'ont fait pour l'autre avant, puis là, ils le font pas. En tout cas, on passera pas 2 heures sur le sujet. Non, c'est ça. Mais c'est frustrant. Bref, cette semaine, on critique, pour moi, je trouve que c'est une des meilleures comédies de tous les temps. Tonnerre sur les tropiques. Moi, je trouve que c'est un classique en termes de comédie. Il fait partie de mon top 10 des meilleures comédies de tous les temps. Et on va parler entre autres de Jabba le Hutt, de Stranger Things et des frères Affleck. Alors, sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on commence les chroniques comme chaque semaine avec ce qu'on a vu et écouté. Et écoute, encore une grosse semaine pour nous. Je vais te laisser commencer. Ok, ben écoute, j'ai écouté 2 films aujourd'hui, puis une série. La série, je vais en parler à la fin, puis comme ça, toi puis moi, on va pouvoir parler ensemble. D'accord. J'ai vu La Momie, un film que j'avais beaucoup hâte, étrangement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui était comme « Oh non, pas un remake de La Momie, c'est pas Brendan Fraser, ça va être de la merde. » En réalité, moi, j'avais vraiment hâte de ce film-là. puis Moi pour aussi, j'ai vrai, hâte. parce que ces derniers temps, je trouvais que Tom Cruise faisait vraiment des bons choix de films, à part peut-être Jack Reacher 2, Ouais, j'allais dire. qui est correct. Là. Ouais, il est pas passable, là. ouais, il est pas terrible, là, il est correct. Mais c'est ça, j'avais vraiment hâte de voir La Momie parce que je trouvais que c'était une bonne... Ça avait l'air d'être un bon regain. Tu sais, oui, c'est un peu plus sombre, mais je savais que le côté comédien allait être présent. Et je trouvais que, vu que c'est le Dark Universe qui commençait avec ça, Mhm. je dis, ça va être cool. Finalement, les reviews sont sortis par la suite, ce qui m'a refroidi beaucoup. Alors, j'ai fait, je vais éviter d'aller le voir au cinéma. J'ai eu le là. même réflexe. Ouais, j'ai fait, je préfère garder mon argent. Parce que c'était pas des critiques comme, c'est correct. Non, c'était désastreuse. Et j'ai écouté le film. Et alors? je suis mitigé. Oh! Je suis mitigé. Parce que je te dirais que les 35 premières minutes, je te dirais même, sont vraiment bonnes. C'est sérieux, c'est vraiment rythmé, c'est bien coupé. Écoute, la scène commence qu'ils sont en train de se faire attaquer dans le désert. Et c'est super rythmé. Là. Je veux dire, t'as pas le temps de souffler. C'est drôle, il y a de l'humour. Puis après ça, ça part en couille. mais genre vraiment, genre le film, dès la scène après qu'on a vu l'avion, ok, je spoil rien, Ouais. c'est dans la bande-annonce, c'était même ça la première bande-annonce. Après ça, ça devient complètement n'importe quoi. C'est épouvantable pour vrai. Les dialogues deviennent nanardesques. Les personnages deviennent tous sauf crédibles. Est-ce que c'est la faute à Tom Cruise? Oui, en partie. Pas convaincant. Il joue trop. Tu sais, Ok. genre, il est over dans ses réactions. Puis ça brise vraiment, genre, tu sais, la ligne conductrice, je te dirais même. C'est désastreux pour vrai. Je comprends pas ce qui s'est passé. On dirait que. Ouais, les critiques n'ont pas été tendres avec ce film-là. Non, c'est ça, j'ai l'impression que Tom Cruise a comme fuck off, je vais me faire du fun, mais ça joue son impact d'acting. C'est vraiment malheureux parce que ça aurait pu être intéressant, quoique même la méchante. Ben, c'est une actrice qui commence à monter. Moi je la connaissais pas avant, personnellement. Elle avait joué dans Kingsman qu'on a parlé il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis elle a été connue pour avoir fait le clip de musique de Michael Jackson, Hollywood Tonight. Puis en passant, elle n'a pas fait grand chose. Elle vient de jouer dans un autre film cet été. Le film construit une espionne qui est en Europe. Là, Lucie? non, c'est joué par Charlie.
Atomic... Atomic Bomb. C'est Blonde? Blonde, Atomic Blonde, bon, elle joue dedans, elle fait une agente française, puis c'est une actrice française. Ça va l'air bien, ça, en tout cas. Atomic Blonde, là? J'ai pas encore regardé, mais ça va l'air comme surprenant comme film, puis elle joue dedans aussi. Elle commence à se faire connaître comme actrice, là. Ah! Sinon, ben c'est ça. Fait que je suis mitigé pour le film. Par la suite, je suis allé voir Hitman Bodyguards ou Nos meilleurs ennemis, je crois en français. Je veux le voir ce film-là. Ouais, ben écoute, moi j'étais pas tant hype. J'avais hâte de le voir, je trouvais que ça avait l'air d'une bonne comédie de fin d'été. Puis ça allait être cool, tu sais. Puis finalement, le film est beaucoup action, mais là, vraiment action. Le plus gros défaut de ce film-là, c'est d'être trop proche de ce qu'on a déjà vu auparavant, des body cop movies, tout ce soit que, mettons, L'Arme Fatale. Avec Mel Gibson, puis j'ai oublié l'autre. Mel Gibson, l'autre, je sais pas. Non. Ou même Jackie Chan avec Chris Tucker. Le principe est le même. Est-ce que la comédie, on va s'en rappeler dans 4 ans? Clairement pas. Est-ce que j'ai eu du plaisir à l'écouter, par exemple? Ça, oui. Malheureusement, si vous n'avez pas vu les bandes annonces, c'est vraiment tant mieux pour vous parce que ça scrape beaucoup de jokes. C'est ça qui a brisé un peu mon film. Puis écoute, j'ai juste écouté la première bande-annonce. Juste la première. Il y a des films comme ça que les bandes-annonces, ils scrapent trop de choses. Ben, c'est ça. Mais le film, il y a beaucoup d'action. Il va même jouer dans l'émotion, ce qui me surprend beaucoup. Sans tomber dans le trop, l'over the top. Okay. C'est pas un film parfait. Est-ce que c'est un bon divertissement? Oui, ça, je peux le dire sans conteste. Fait que j'ai apprécié le film. Ok. Écoute, je vais quand même l'écouter, je suis intrigué pour ce film-là. Donc. Ah, ben, je suis sûr que tu vas l'aimer. Pour vrai, tu connais ça tes goûts un peu? Ben, ces deux acteurs-là, principaux, Ryan Reynolds puis Samuel Jackson. Ouais, là. Samuel Jackson là-dedans, là, ses faces, là. Il fait des faces, des fois, je suis comme, gros, c'est impossible de pas rire. Puis je l'ai écouté en français parce que j'étais avec des amis et il traduit à la québécoise. Tu vas entendre le mot fourré, tu vas entendre fuck shit. Ils font ça des fois. Ouais, ben, ils ont fait ça aussi pour Goon, le film de hockey. Ah, Goon est encore pire, lui, il y avait vraiment des vrais sacs. Là. Ils ont vraiment doublé mes Québécois à peu. Là. C'est pas international, c'est. Ben, c'est un genre de match à Slapshot. Là, fait que... Ouais. Bref, c'est ça. Sinon, ben, j'ai fini Defenders hier soir. Ah, il vaut mieux tard que jamais. Ben, comme ça n'a pas été si long que ça. J'ai commencé samedi, j'ai pas pu l'écouter vendredi, j'ai commencé samedi. Et je l'ai écouté 3 épisodes hier, puis séparément au courant de la fin de semaine. Puis, moi, personnellement, là, j'ai beaucoup aimé ça. Sans tomber. C'est 3 fois moins pire que. Je sais que ton personnage préféré, c'est Iron Fist, là. Ben, tu ris, mais il me gossait moins maintenant. Dans celui-là, mais c'est une des choses qu'on dit de la série, c'est que c'est beaucoup amélioré. Mais il faut savoir que pour Iron Fist, l'acteur, c'était pas trop de sa faute dans le sens qu'il était poussé. Ouais, je juge pas l'acteur en soi. Il était poussé, il y avait un temps de limite pour la série, puis il y avait 15 minutes entre chaque tournage pour pratiquer ses chorégraphies. Ouais, tu le sens dans les. Ça sent que c'est rushé, juste au niveau des effets spéciaux. Aussi, là. ouais. Fait que ça sent beaucoup, puis. Mais, je veux dire, Iron c'est ça qu'ils ont. Parce que moi j'ai lu que la série Defender a été tournée tout de suite après Iron Fist. Fait qu'ils ont même pas eu le temps de voir les critiques d'Iron Fist pour pouvoir l'améliorer et le tweaker pendant Defender. Fait que ça joue un peu contre ça arrive des fois avec des personnages. Wolverine, il a déjà vécu. Jackman a déjà vécu la même chose en temps Wolverine. Il a déjà tourné il avait tourné un X-Men, puis un Wolverine, puis un X-Men. Fait qu'il était comme non-stop dans son personnage. Ouais, des fois ça aide pas non plus, mais je trouve que c'est quand même. Ben, le début de la série, c'est vrai que toute la série niaise encore, mais je trouve que le début de la série, ça paraît plus. Ouais. Mais il reste qu'il s'est amélioré. J'ai aimé la série, j'ai beaucoup aimé. On sent quand même qu'il y a des défauts côté budget. Ouais, ça se sent, là. Puis aussi, scénaristique, l'histoire, à certains moments, est un peu... T'as pas mal du genou, mais je te dirais que c'est quand même pas trop pire. 8 épisodes en plus, ça s'écoute vraiment bien. Là. Ouais, ça s'écoute bien, mais j'aurais vu au moins 2 épisodes de plus pour bien arrondir les ronds, parce que... Mais je te dirais que la montée de la main, là, elle devient vraiment intéressante à partir de la moitié de la série, genre à partir du 5e épisode, là, jusqu'à la fin, là, c'est... Ouais, ça prend du temps, c'est comme tous les séries Netflix, ça prend du temps que l'histoire s'installe, puis que les éléments, tu sais, ça prend quelques épisodes avant que tout le monde se croise, parce que dans le fond, ça réunit tous les personnages des séries Netflix, donc c'est quand même, ça m'a fait le même effet que quand j'ai vu Avengers au cinéma. J'étais comme, ils sont tous réunis, puis il y a des interactions, puis tout. Je trouvais ça cool, puis il y avait plein de personnages de chaque série aussi qui étaient là. Mais j'en dis pas plus parce qu'on va en parler la semaine prochaine. C'est notre critique la semaine prochaine, mais ça, moi, je l'ai vu aussi, je l'ai fini samedi. Non, je l'ai fini. Ouais, je me suis fini samedi. J'ai écouté en 2 jours. J'ai commencé vendredi soir, puis je l'ai fini samedi. Moi, quand c'est des séries de même, je les écoute quasiment d'une shot d'habitude. J'ai aimé, j'ai été surpris. Quelques défauts que je vais reparler plus tard en critique, mais reste que j'ai bien apprécié. J'en aurais pris un peu plus.
si je peux mettre un point de la série qui m'a un peu gossé, c'est la fin. Dans le sens que j'ai l'habitude de ces séries-là, où, généralement, ces séries-là, il y a tout le temps à la fin un élément qui nous pousse à attendre pour la suite. Là, non, je trouve. ouais, mais c'est pour la série, pour une des séries, pas pour Defender 2, tu comprends? Ok, ouais, un teaser, mettons d'un méchant Ouais, qui va être de la saison. Tu sais, un nouveau méchant qui arrive, quelque chose. Mettons dans Daredevil, dans Iron Fist, tout ça, à chaque fin de saison, t'avais un teaser d'un nouveau méchant. Là, ça laisse pas présage. Puis ils ont même parlé qu'ils étaient pas sûrs s'ils allaient faire un deuxième Defender, deuxième saison. Donc, Ah ouais, pour vrai? ouais, ils ont dit que c'est pas encore officiel qu'on fait une deuxième saison de Defender parce que là, ils sont, tu sais, avec Marvel et tout ça, puis Disney, ils sont en train de vérifier ça, mais c'est pas sûr encore qu'ils vont faire une deuxième saison. Ok, on verra bien. Mais c'est ça qui m'a gossé un peu de la fin. Mais bref, j'ai vu ça avec toi. À part ça, moi, j'ai pas vu de film ces temps-ci, ça donne fait pas. 2 semaines, qu'est-ce Je sais, je sais pas ce qui m'arrive. Là. Je sors pas au cinépark, je vois pas des amis. Il faudrait que je me remette à écouter des films. Mais je suis toujours sur ma série Blacklist. Je la continue sans arrêt. Je suis rendu quasiment à la fin de la saison 4, qui est la dernière saison sortie. Saison 5 qui arrive cet automne. Et je suis tout le temps fasciné comment l'histoire progresse. La fois, ils nous laissent plein de mystères tout le long. Puis de temps en temps, t'as des épisodes. En fait, t'as 2 épisodes dans toutes les saisons, dont un dans la saison 4. Parce que dans chaque épisode, ils te mettent un méchant. Au début, ça dit, mettons, je sais pas moi, Max Taillon, numéro 102 dans la blacklist. Là, l'épisode suit sur Max Taillon. Ben, il y a 2 épisodes qu'on suit pas de méchant, on suit un personnage principal de la série. Et récemment, j'ai écouté un des épisodes de la saison 4, un des derniers, et on suit un des personnages secondaires qu'on voit depuis la saison 1, qui est là, mais qui est secondaire, qu'on connaît pas vraiment son histoire. Et là, on découvre toute son histoire, puis quand tu découvres ça, écoute, c'est tellement bien sorti, c'est tellement une belle histoire que moi, j'ai aimé ça, j'ai des émotions, j'étais comme, voyons, parce que tout le long de l'histoire, tu suis Raymond Remington puis Elizabeth King, qui est 2 personnages principaux. Raymond Remington, qui est un criminel international, recherche par l'FBI, puis Elizabeth King, c'est une profileuse professionnelle, travaille pour l'FBI, puis les 2 s'entraident pour arrêter des méchants. Puis Raymond, c'est toute l'histoire d'Elisabeth, parce qu'Elisabeth est orpheline, puis elle connaît pas sa famille. Lui, c'est tout, mais il veut pas y dire. Mais à chaque saison, il y a des éléments qui sortent tranquillement. Puis là, dans la saison, tu vois que ça accélère, puis il y a plein d'éléments qui sortent, puis t'attendais ces réponses-là, puis c'est vraiment émouvant, parce que tu suis les personnages, tu t'attaches à eux. Quand tu découvres les vérités, ça vient te chercher. C'est une bonne série, c'est bien écrit le scénario. On peut sentir un peu des longueurs dans la dernière saison, mais à part ça, la série est très bonne. Je suis curieux de voir la façon que ça s'aligne pour la fin de la saison 4. J'ai la misère à voir comment ils pourront faire une saison 5 intéressante. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est tout ce que j'ai vu. Puis, ah oui, je fais une petite mention à Game of Thrones, je sais que tu suis pas ça. Le dernier épisode a fait beaucoup jaser sur Facebook, d'où un parce qu'il a été leaké une semaine d'avance. Ouais, par la faute des HBO que j'ai lu. Ouais, par un stagiaire en Espagne de HBO qui a malheureusement mis en ligne l'épisode. Il sera pas engagé apparemment, hein? Je pense pas. Mais bref, il a laissé leaker, puis dans le fond, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai écouté d'avance. La pression était trop haute, je me faisais trop spoiler. De façon légale, hein? Toujours! Écoute, parce que le problème de ces séries-là, c'est que sur Facebook, dès que l'épisode sort, le jour même, puis le lendemain, t'as plein de spoilers sur Facebook. Ouais. C'est l'enfer. Fait Defender, man, j'ai eu de la misère, là. Aussi, Defender. Sacrifice, ça disait quel personnage est mort. J'étais comme, non, arrêtez, stop. Wow. Ouais, c'est ça. Fait que le dernier épisode était très choquant. Il y a une tournure à la fin de l'épisode qui fait chier, là, je trouve, mais qui est surprenante. Puis, en tout cas, on voit que la série s'accélère de plus en plus. Il y a des gars qui sont sortis là-dessus. Qu'avant, maintenant, ça prenait une saison d'aller d'un point A au point B. Maintenant, ça prend 2 minutes dans un épisode. Ben, ils font plus courte aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle pareil parce que avant, c'était full long. Puis c'est étiré. Puis à la fin, c'est genre. Là, maintenant, ça prend 30 secondes. Puis ils ont fait des gags avec ça. Mais il reste que la série est bonne. Mais la fin de cet épisode-là, là, pour ceux qui l'ont pas vu, là. C'est un coup de gueule. Écoute, c'est quelque chose. C'est le genre d'épisode qui te met à terre, là. C'est quelque chose. Bref, je voulais en faire mention parce que c'est quand un épisode de même vient me chercher, comme le premier épisode de la saison 7 de Walking Dead, là, quand ça vient te chercher profondément de même. Là. T'en viens sensible, mon Matt. Ouais, je t'aime comme ça. Ouais. Bon. C'est ça, Max. Bref, on va aller dans l'actualité. Ouais. Je vais commencer. Vas-y. Donc, on va être dans le côté Star Wars, parce que, tu sais, pas Marvel, Disney, à part Marvel, ils ont aussi Star Wars comme vache à lait à épuiser au maximum. Sans compter leur propre contenu créé par eux autres. Ouais, tu sais, tout ce qui est Disney, là, princesse, prince, tout ça. Et là, ils sont partis sur un trip de Star Wars. Ils annonçaient un film par année, donc un épisode par année, puis à chaque 2 ans, c'est un spin-off. On va avoir droit à un spin-off d'Han Solo l'année prochaine. Cette année, c'est l'épisode 8 de Star Wars. Et de plus en plus de rumeurs sur tous les
le spin-off qu'il va y avoir. Et c'était confirmé qu'il allait y avoir un spin-off sur Obi-Wan Kenobi en préparation. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ça fait longtemps que les fans le demandent. Le personnage a été omniprésent dans pas mal toutes les versions actuelles de l'univers de Star Wars, donc les films, dans les 2 trilogies, même présent dans la nouvelle postologie. Il est présent aussi dans Clone Wars, dans la nouvelle série Rebelle. Puis, je vais être honnête, j'ai le goût de revoir Evan McGregor. Ouais. Je le trouvais super bon. Ah, moi c'est pas le film était ordinaire, la première trilogie. Mais Evan, c'était quand même lui qui s'en sortait le mieux. Là. Ouais, oui, c'est un de ceux qui s'en sortait mieux. Puis j'aimais beaucoup l'acteur, je trouvais qu'il se démarquait bien. Puis il représentait bien le premier acteur parce qu'il devait reprendre un rôle qui avait déjà été pris avant. Ouais. Puis c'est pas une mince tâche quand il faut que tu t'adaptes pour que ça soit pareil, tu sais. Fait que je trouvais qu'il avait quand même bien fait ça. Surtout que l'acteur précédent il est mort. Là, donc, bref. Puis il avait pas aimé ça. Non, il avait pas aimé ça. Même le 5e, il avait tourné toutes ces scènes en une journée tellement qu'il ne tentait pas. Là. Mais bref, ils ont annoncé le spin-off, ils n'ont pas encore dit l'histoire. Beaucoup de rumeurs à ce sujet. Il y en a qui pensent être entre le 3 et le 4 pendant qu'il est sur Tatooine. D'autres que c'est sur sa jeunesse, avec sa formation avec Qui-Gon ou avant ça. Donc il y a plusieurs théories où pendant Clone Wars, tout ça, des histoires. La rumeur la plus forte actuellement, c'est que c'est l'acteur qu'on parlait qui va revenir. Ouais, ça fait plusieurs années qu'il a mentionné qu'il aimerait se revenir dans Star Wars. Il avait beaucoup aimé son expérience. Donc ça serait une belle possibilité. Je serais curieux de voir s'ils veulent faire ça entre le 3 et le 4. Actuellement, dans l'univers de Star Wars Rebelle, qui est la série phare de Star Wars, ils ont réintroduit Obi-Wan pendant une courte quelques épisodes. Puis c'est le vieux Ben Kenobi. Là. Ouais. De la fond, c'est comme 2 épisodes. Puis c'est vraiment très. Pour les fans de Star Wars comme moi, c'était très nostalgique de le revoir. J'ai pas écouté beaucoup la série, mais certains éléments, et ça, c'en est un. Parce qu'il confronte un ancien adversaire qu'il a connu. Et la scène est très émouvante. Et. C'est dur de voir comment il peut faire autre chose avec ce moment-là parce que entre le 3 et le 4, il est sur Tatooine. Donc je me demande quelle avancée il peut vivre sans se faire repérer par l'Empire qui le pourchasse. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir parce que c'est un des personnages que j'attends le plus. Et l'autre nouvelle sur Star Wars, c'est la plus. Ça, c'est la plus fuckée, man. Je sais que toi, tu capotes là. Je l'attends avec une impatience. Écoute, t'as des posters de lui dans ta chambre. Écoute, ça va-tu tirer des foules, ça, madame? Écoute, c'est le personnage le plus charismatique en Moi, plus. je crois que c'est faux. Écoute, c'est une rumeur qui est de plus en plus persistante, qui a été reléguée par un des plus grands sites de spécialisés là-dedans. Et on parlait qu'il y allait avoir un spin-off sur Jabba le Hutt. Oui, vous avez compris, Jabba le Hutt, le sympathique parrain de la mafia galactique qu'on voit dans l'épisode 5-6. C'est même pas capable de marcher. Comment tu veux faire un film sur ça? Ça va être l'époque qui était jeune puis qui était même? Parce que le personnage, au moment que... Désolé, spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu ça, si vous voulez pas entendre, skipper. Mais quand le personnage il meurt dans le dernier épisode, il est âgé de 600 ans. Donc, il y a du jus à faire avec ça, tu comprends? Ouais, mais il y a tellement des personnages plus intéressants. Il y a Darth Maul, tu pourrais faire. C'est un film de méchant, ça peut être cool. Tu pourrais faire un film sur... comment il s'appelle le trooper qui se fait tuer? Boba Fett? Oui, Boba Fett. Mais il y a déjà des rumeurs depuis pas mal d'années aussi sur Boba Fett. Même Yoda serait plus intéressant. Yoda aussi, il était dans les listes des personnages les plus attendus. J'ai lu des commentaires, il y a beaucoup de fans qui sont comme, c'est le fun, mais on aimerait ça avoir des histoires qui se passent outre l'univers connu. Tu sais, qui se passent avant le premier épisode. Tu sais, qui se passent 1000 ans avant, là, tu sais, là, au début des... autre chose. Tu sais, ou après, plus loin, mais très creux, là, tu sais. Une période qu'on n'est pas habitué de voir. Moi, j'aimerais ça voir le début, le commencement, et des belles histoires. Mettons, faire un film sur Dark Bane. C'est un univers que tu peux faire tout ce que tu veux. Ben, c'est tellement large. Il y a tellement de possibilités, puis en ce moment, ils s'ostinent à rester concentrés autour des 6 premiers épisodes. Ouais. Ben écoute, ils ont juste fait Rogue One, là, date. Ouais. Il y a un Solo qui s'en vient. Ouais. Après ça, on le sait toujours pas, c'est pas confirmé encore. Là. Ben, il y a Obi-Wan qui est confirmé. Oui, mais on sait pas quand. Ouais. Mais entre l'épisode 15 et puis 16, peut-être. Ouais. Mais ils ont déjà prévu de faire 2 trilogies, donc on va s'en épisode 12. Puis je vais te le dire encore, je pense que je l'ai déjà dit au précédent épisode. Je le sens pas, l'épisode 8. J'ai tellement peur d'être dessus, là. Ouais, je suis sceptique aussi, mais les images qui sont sorties à date. Oui, c'est pas ça. Moi, j'ai vraiment l'impression d'écouter. J'ai peur de. Comme le piège du 7, tu sais, il est différent, mais il y a trop de similarités avec le 4. J'ai peur que ça soit la même affaire que le 5. C'est un risque. Je suis d'accord avec toi, ça m'inquiète aussi. Mais je peux me tromper. Ouais, j'espère qu'on va se tromper. Je vais aller le voir, c'est certain, le jour qu'il va sortir. Ouais. C'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Bref, on va quitter Star Wars pour toujours rester dans l'univers des Disney avec Marvel. On parle de la saison 2 de Jessica Jones qui est en plein début de tournage. Et premier élément qui en est sorti, Kilgrave, qui est dans le fond le méchant de la première saison, qui est joué par un excellent acteur, excusez-moi que j'ai pas le nom, mais qui c'est David Tennant. David Tennant, un excellent acteur, je trouve. Ouais, c'est Monsieur Dr. Wu aussi. Ouais, Monsieur Dr. Wu qui faisait l'homme pourpre, plus connu sous son nom de méchant dans l'univers de Marvel.
qui dans le fond avait une habilité très simple, c'est qu'il pouvait contrôler les gens par la parole. Donc il te disait Max, mets-toi tout nu, tu te mettais tout nu. Bref, et il y avait une obsession sur Jessica Jones, et c'était le méchant de la saison 1. Et encore une fois, si tu ne veux pas se faire spoiler, skipper une minute ou deux, la fin de la saison 1 de Jessica Jones, il se faisait tuer par Jessica Jones. Mais ce qui a été confirmé, c'est qu'il était bien présent dans la saison 2. Les informations qui sortent à date, excusez-moi, c'est que ce serait dans des flashbacks pour faire des liens avec l'histoire, pour voir c'est quoi, mais comprendre encore plus ce traumatisme. Ouais, parce qu'on l'a pas vu, en guillemets, ce qu'il a fait. Brièvement, mais c'est ça. Je mets en guillemets, là. Ouais, donc je trouve que c'est une bonne nouvelle pour cette série-là, que j'avais peur qu'il manquait de potentiel, parce que c'est principalement le seul méchant que Jessica Jones a dans les comics. Et donc, j'avais peur de voir ce que ça allait suivre. Il avait annoncé que ça allait tourner autour de la compagnie qui a donné ses pouvoirs. Mais pareil, je me demandais quel élément qui peut être intéressant. Donc, en emmenant lui, ça peut amener des touches vraiment plus intéressantes à la série. Je sais pas si toi, ça t'emballe. Oh oui, je trouvais que c'était un des meilleurs méchants de la franchise de Marvel. Ça, puis... le Caïd. Le Caïd, là, ça avait pas le Caïd, là. Fou, là. Lui, il l'avait fait. J'espère tellement qu'il revient dans la saison 3. Là. Ah, je serais pas surpris. Mais ouais, moi, je suis down. Sérieux, ça peut être... Je vais être content de le revoir, genre. Moi aussi, j'ai hâte de le revoir, j'aimais son personnage. Bref, la saison 2 n'est même pas encore sortie. Ils ont déjà annoncé qu'il allait y avoir une 3e saison de Stranger Things. Puis peut-être même une 4e. Écoute, Netflix sont emballés. Netflix, ce qui est intéressant avec eux, c'est que soit ils sont très emballés, soit ils pognent ça et ils crient ça aux poubelles. Et ils ont fait une suite avant l'été, ils ont fait ok, ça marche pas, on crie ça aux poubelles. Ouais, ils ont fait un épisode final finalement. Là. Ouais, c'est ça. Mais on crie ça aux poubelles. Puis là, Stranger Things, ça marche super bien. La deuxième saison, elle sort bientôt en octobre. Et ils ont déjà annoncé une 3e et même possible le 4e. Cette série est toujours aussi bonne. Mais c'est une des plus populaires de Netflix. Mais ce que j'ai peur, c'est que vu qu'il y a une populaire, plus qu'il y a de budget, moins qu'ils vont être tentés de le faire parce que ils ont fait l'erreur il y a quelques années avec Marco Polo, était la plus populaire du moment, et ils ont mis tout leur budget dessus, finalement, ça coûtait trop cher, et qu'ils ont dû arrêter après 2 saisons. Mais je pense que le buzz est encore plus immense, là. Hein? Pour Stranger Things 2, ouais. Je pense que le buzz est 3 fois plus immense. Là. Et je trouvais que c'est assez spectaculaire, Marco Polo, j'avais beaucoup aimé la série. Stranger Things, ça a l'air très intéressant, j'ai pas recommencé, mais je sais que l'histoire est folle. Ah, t'as pas écouté Stranger Things? Le pire, c'est que j'ai téléchargé la saison, j'ai sur mon ordi, mais je l'ai pas encore écouté. Gros, qu'est-ce que t'attends? Écoute... C'est juste fou comme série. Après, je vais rattraper mes films de retard, puis après je vais écouter ça. Wow! Ouais, je sais bien. Bref, c'est la nouvelle. J'ai une dernière petite nouvelle. C'est sur le nouveau film qui va être un reboot de Hellboy, dans le fond. À ton grand désespoir. Ben, toi aussi. Ouais, c'est vrai. Mais à date, c'est ça pour avoir quand même un casting intéressant. Pendant le casting, il y en a un nouvel acteur encore. Ces temps-ci, il annonce quasiment un chaque semaine. Ouais. Là, c'est autour de Ed Skine, désolé si je le prononce bien. Alias Francis dans Deadpool. Voilà, ou le très moyen. Voyons! Le très moyen transporteur. Merci, qui avait lâché son rôle dans Game of Thrones pour partir une carrière avec Transporteur, qui a finalement été... un succès phénoménal. un peu retentissant. Un peu comme le reboot de Ant-Man aussi, là. Ces deux acteurs-là, ils n'ont pas eu leur luck. Mais bref, celui-là, il avait remonté la pente avec Deadpool, même si le méchant dans Deadpool, disons que c'est pas ça qui faisait le film. Non, vraiment pas, là. Mais, tu sais, il a la gueule d'un méchant. Et là, ben, il va faire le Major Ben Demio, qui est dans le fond un des hommes qui travaille pour le service secret qui travaille avec Hellboys. Et dans le fond, il a la particularité de se transformer en jaguar. C'est ce qui le démarque, voilà. Et donc, c'est un personnage qui existe dans les comics de Hellboys, qui va être introduit dans le reboot. Donc, je suis curieux de voir ça. C'est un acteur qui a un fort potentiel, dans le sens que je vois autant méchant que gentil. Il joue souvent les méchants, c'est dernier ouais. temps, là, il va faire un gentil, donc je suis curieux de voir. Est-ce qu'il va avoir des cheveux, pas de cheveux? Je suis intrigué, parce que dans Game of Thrones, il y avait des cheveux qui allaient jusqu'au cul. Ouais. Puis dans Transporteur, il n'y avait pas de cheveux. Ouais. Je trouve ça assez intense comme changement de look. Bref, on verra bien. Pour la suite, mais je suis content de voir cet acteur-là parce que c'est un acteur qui est en vogue en ce moment. Depuis Deadpool, sa popularité a augmenté. Il y a beaucoup de. Une chance qu'il a fait Deadpool. Une chance, oui. Donc, c'était mes nouvelles. Je te laisse aller. Ben écoute, moi j'ai des bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Ah, j'aime pas les mauvaises nouvelles. Quand vous terminez Defender, ce n'est pas un spoiler sur du temps passant, quand vous terminez après le générique, vous avez le droit au fameux teaser The Punisher. Punisher! Et le teaser qu'on a vu un peu partout, que même Marvel a dévoilé sur leur propre page Facebook. Et dans le fond, le Punisher, on voit John Patrial arriver avec ses massues et défoncer le plancher comme un malade. En mettant de parler, là, il dit... Dude, ça a l'air hallucinant. Pour vrai, là, je l'avais trouvé... C'était un des meilleurs acteurs de la saison 2 de Daredevil. Là-dedans, ça a l'air fou. J'ai
tellement hâte de voir ça. Et dans le fond, la bande-annonce, pour faire un résumé, oui, il défonce le plancher avec la massue, qui donne son logo à la fin. Ouais, comme s'il avait fait exprès, là. mais tu vois des scènes que tu vas le voir qui va être alarmé. Tu vas voir justement aussi ses origines avec sa famille. Ouais. Écoute, c'est une série qui a l'air d'être très prometteuse. C'est un personnage qui a une histoire très complexe, très intéressante. Il y a beaucoup de contacts qui sont sortis avant et pendant le teaser et après, disant que... Tu sais, des fois, t'as un acteur qui est fait pour un rôle. Là. Ah, il a la gueule en plus. Il a la gueule. Même si j'avais bien aimé le premier acteur qui a fait Punisher, le film des années 2000. Là. Ouais, celui qui joue aussi dans la brume. Là. Ouais, voilà, bon. Je trouvais qu'il avait la gueule aussi, mais lui, il a aussi la gueule, puis il a la personnalité, tout ça. Puis il m'avait marqué dans la saison 2 Daredevil. Et tellement qu'il a eu le droit à son spin-off, qui est le premier spin-off de Marvel. Et qui ne fait pas partie. Comment je peux dire? Le projet n'était pas initialement prévu. C'est Netflix qui a mis la pression à Disney pour faire hey, on veut une série sur Punisher. Pour vrai, c'était pas prévu là. Mais reste que c'est un très bon choix, puis c'est fou. Puis la teaser nous donne. J'ai tellement hâte, c'est en octobre, je pense qu'elle sort. C'est pas novembre? Novembre, bon. Ou l'autre là. Ça va être fou, ça va être une série violente. Je l'attends quasiment plus que Defender, personnellement. Ah ouais, ça c'est moi là. Ouais, moi je suis sceptique là, mais les deux ils m'intéressent autant. Puis le chat, c'est quelque chose qui va se démarquer parce que c'est un anti-héros qui n'hésite pas à tuer, donc... Ça risque d'être fucking cool. Puis, c'est fait intéressant, ça avait été critiqué de Netflix pour ces séries de super-héros. La plupart de leurs héros qu'ils font n'ont pas de costume, à part Daredevil, qui a son costume. Ouais. Mais on le voit très bien dans Defender, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones n'ont aucun costume. Mais pour le Punisher, tu le vois dans le teaser, à la fin, il a son chandail noir avec son logo. Ouais. Puis il sort de l'ombre. Iron Fist, ils l'ont dit qu'elle allait l'avoir plus tard. Ben, il y a des artworks qui sont sortis disant qu'il va avoir son costume dans la saison 2. Ah, ça serait cool, ça serait cool. Puis Luke Cage, on a brièvement vu son look classique dans Defender. Avec son chandail jaune. Son chandail jaune et son pantalon noir. Ben, c'est ça, son costume. Ouais. Jessica Jones, ça en a un pour elle. Ce qui manque aussi à son costume, c'est qu'il y a une ceinture, c'est une chaîne avec un écusson. C'est qui Cage dessus. C'est une de ses armes qui sort, puis elle balance le Cage. Ah ouais, ok. Il manque ça, mais on a vu son chandail. Ça l'empêche pas de l'avoir plus tard. Là. Non, puis on l'a vu avec son chandail jaune, donc c'est déjà ça. Puis Jessica Jones n'a jamais vraiment eu de costume clair, parce qu'elle a un costume blanc qu'on a pu voir dans le premier épisode de Jessica Jones, mais elle l'a pas porté. Mais dans les comics récents, elle n'a pas vraiment de costume, elle est juste comme elle est, là. Peut-être éventuellement. Ouais, peut-être. Bref, c'est ma nouvelle, elle est finie, hein? Vas-y, continue. Sinon, c'est ça, on va parler des frères Affleck. On avait annoncé dans le résumé Casey Affleck, qui est le petit frère de Ben Affleck, qui a actuellement une carrière encore plus majestueuse. Écoute, il a sorti un film il n'y a pas longtemps de un fantôme dans une maison, mais c'est ultra dramatique, puis il y a comme un message en arrière, c'est vrai que c'est hallucinant comme film. Je me rappelle plus du nom du film, je suis désolé. Mais c'est ça, Casey Affleck, qui est actuellement en vogue, qui a déjà gagné un Oscar, soit dit en passant, a dit en entrevue, justement, pour promouvoir le précédent film, que Ben Affleck ne renfilerait pas le costume à la suite de Justice League. Ce ne serait pas lui qui ferait... C'est Matt Reeves qui actuellement est en train d'écrire le scénario que Ben Affleck s'est fait scraper pour le prochain The Batman, parce que oui, c'est officiel, il va s'appeler The Batman. Oui. Mais ça a l'air que Ben Affleck ne reviendrait pas dans son rôle par la suite. Ce qui est un choix douteux, mais ça a l'air que Matt Reeves, qui est le réalisateur aussi, soit dit en passant, la dernière trilogie de La Planète des Singes, a dit que lui ne voulait pas Ben Affleck. Ça s'annonce mal, mais dans le dernier Comic-Con récemment, en plus, il a dit qu'il restait. Ben Affleck a dit qu'il allait rester aussi longtemps qu'il pouvait. Il a fait taire les rumeurs, donc c'est encore. Je sais pas si c'est une blague de Casey Affleck. C'est déjà vu. Mais moi, tant que le projet n'est pas sorti. Ça me rappelle l'année passée, au début de l'année, quand Manu Bennett, celui qui fait Deathstroke dans Arrow, avait dit qu'il ne reviendrait jamais dans Arrow parce qu'il avait eu la façon qu'il avait traité son personnage, puis qu'il avait même envoyé chez la série, puis qu'à la fin de l'année, il avait avoué qu'il avait fait ça comme pour augmenter le hype envers lui. Là. Il avait comme fait exprès pour que les gens comme capotent. Wow. Mais finalement, il était revenu parce qu'il dit qu'il a fait ça de bon cœur. De bon cœur. Donc c'était juste pour comme augmenter la tension. Donc. Bref, c'est vraiment bien dommage si Ben Affleck ne renfile pas le costume. Ça serait buggant parce que il commence à être Batman. Donc. Au moins, actuellement, Justice League pouvait se vanter d'avoir le même casting depuis le début. Ouais. Là, c'est même pas ça la date. Ça va être... En tout cas. Ouais. Et dernière nouvelle, mais que je trouve quand même relativement la plus grosse qu'on a personnellement. Chris Columbus, qui a réalisé Maman, j'ai raté l'avion, les 2 premiers Harry Potter, récemment Pixel, a annoncé qu'il a terminé le scénario de Gremlins 3. Et soit dit en passant, il avait fait le scénario du tout premier, je pense en 1987. Et
il pourrait être le réalisateur chouchou pour pouvoir réaliser la suite de Gremlins. Le dernier film date de 1990, alors ça fait au-dessus de 27 ans. Hein? C'est pareil, t'es jeune quand il écoutait ça. Là. Je t'ai même pas pensé encore. Bon, ouais. Bref, c'est ça. Gremlins 3 serait en chemin, ça serait franchement intéressant. Moi, c'est surprenant. C'est surprenant, mais je suis down. C'est genre une franchise. Chris Columbus, c'est un réalisateur qui est doué. Là, il fait tant des bonnes choses. Donc, à part Pixel, là. On peut mettre ça dans le moyen là, pour. Mais le premier que le. Parce que je sais pas si tu as écouté ces films-là, mais c'est quand même, tu sais, c'est coloré et c'est très sombre. Et des fois même violent, là. Genre un Gremlins qui se fait mettre dans un blender puis il explose, là. Je serais curieux de voir ce qu'il pourrait faire avec Chris Columbus avec ça, mais c'est une nouvelle intéressante pour les fans. Faudrait que je découvre ça, on m'en avait déjà parlé. Là. C'est des classiques. C'est ça, c'est des classiques, je les avais pas encore vus, mais ça va faire partie d'une liste qu'il va falloir que... Mais une chose qui m'a ravi, c'est que Chris Columbus a dit qu'il voulait justement garder les effets spéciaux de l'époque dans le sens avoir des marionnettes et non du CGI. Oh! Et ça, go for it, mon Chris! Ça va être une idée très intéressante, en effet. Bref, moi, c'est tout pour mes nouvelles. Là. D'accord, alors c'est tout pour l'actualité. On va aller dans la zone cinéma dans quelques instants. Alors, restez des nôtres. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite! Bienvenue dans la zone cinéma. Hey, vous écoutez toujours la Ligue des Cinévores, et là on est dans la zone cinéma. Yes, monsieur. Et là, cette semaine, je suis tombé sur un article, je voulais pas en parler tout de suite, je recommence. Tu voulais en parler tout de suite? C'est un article qui était divisé en deux parties, dans le sens que c'est un classement que Ford a fait la semaine passée, qui est sorti en deux parties. La partie de la semaine passée sur les femmes, et cette semaine sur les hommes. C'est pour ça que j'ai attendu cette semaine pour en parler. Et on fera les femmes probablement la semaine suivante ou l'autre après. Ben, je vais parler de deux là, c'est bref là. Ok, tu fais les deux? Ok, c'est pas très long. J'ai mal compris, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est le classement des acteurs et des actrices les mieux payés cette année. Parce qu'à chaque année, Ford fait un classement pour montrer à quel point nous, on est pauvres. Et, ouais, nous le rappelle en crise, hein? Écoute, tu regardes ça, t'es comme, pourquoi j'ai pas été acteur? Et la semaine passée, c'était les femmes, donc je vais commencer avec eux. Pour la première fois cette année, c'est pas Jennifer Lawrence qui était à date favori depuis 2 ou 3 ans comme première. Probablement parce qu'à cause de la franchise Hunger Games. Effectivement, le game était fini. C'est Emma Stone qui est devenue première. Oui, c'est vrai. Hein? Grâce entre autres à son film La La Land qui l'a fait grimper dans la popularité. Avec un total de 26 millions de dollars rapportés cette année. Juste 26? Ouais, les femmes sont moins payées. C'est dégueulasse, hein? C'est aussi dans l'article qui en parle qu'il y a une grande écart encore entre les hommes et les femmes. Non, c'est grave. Non, mais pourquoi je trouve ça... Quand me parler des hommes tantôt, vous allez comprendre. Je trouve ça affolant pour eux. Et, voyons, Jennifer Lawrence, c'est juste en dessous, je pense, de 1 ou 2 millions de différents. J'ai pas le chiffre exact ici. Mais c'est les deux dans le classement. Et là, qui sont les deux premières dans le classement. Après, c'est les classiques, les actrices habituelles. Jennifer Aniston, qui est troisième. Ouais, elle, c'était à cause de les restants de Friends et... Elle a fait de la publicité, je pense. Ouais, il y a beaucoup de publicité. Il y avait aussi Mila Kunis qui est dedans. Ouais. Il y a aussi il y a une actrice qui est vieille, là. L'actrice elle joue dans Dernier Rapide Dangereux, elle est britannique. Là. Ah oui, je sais de qui tu parles. Elle est dans le top 10 Elle jouait dans Red aussi. Là. Ouais, dans Red, elle est dans le top 10 en tout cas. Et ça, c'est pour les femmes. Les femmes. Là, il y a un petit classement pour hommes. Le premier, c'est une nouveauté aussi, parce que ça faisait 2 ans que c'était The Rock qui plafonnait comme premier. Ben, même il est tellement 3 ans, cool, The Rock. Te rappelles-tu? Si tu veux sauver une franchise, tu mets The Rock. Tu mets The Rock. Toujours. Bref, le nouvel acteur qui est premier, à la surprise quand même générale, c'est Mark Wahlberg, l'ancien rappeur connu sous le nom de... Marky Mark, voilà. Qui chante encore de temps en temps dans ses films. J'ai écouté un film il n'y a pas très longtemps, il y a quand même une couple de semaines, où c'est un de ses premiers films qui faisait un chanteur genre de rock, que sa copine c'était Jennifer Aniston, puis tranquillement il tombait dans la drogue puis l'alcool, puis il oubliait sa copine. Bref, il était bon là-dedans. C'est pas lui qui chantait Good Vibration? Good Vibration! Ça se peut. Come on! Bref, pour montrer l'écart, il a gagné 68 millions cette année d'argent. 68 millions, puis Emma Stone 26, c'est ça? Ouais. C'est dégueulasse. Écoute, c'est assez... Je trouve ça, en tout cas, l'égalité, hein? Il y en a qui disent qu'on est proche. Il y a une bonne différence, puis à chaque année, il y a le débat là-dessus. Ce qui est fascinant de Mark Wahlberg,
c'est qu'il a fait 68 millions, mais les deux gros films qu'il a fait cette année, c'est le dernier Transformer, Qui a été un Transformer flop, de Last Night, et un nouveau film qui sort bientôt, Very Bad Dad 2. Et dans les deux cas, les critiques les ont ramassés. Ils ont en moyenne un 15%, ils ont en moyenne un 15% sur Rotten Tomato. Mais la raison pourquoi Mark Hamill fait autant d'argent, c'est qu'il lui a un salaire fixe. Donc peu importe si le film va bien ou pas, lui il a déjà son argent, donc il est safe. Parce que des fois les acteurs ils savent que mettons ok on va avoir tel montant selon le revenu. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il fait tant d'argent. C'est quand même ironique étant donné qu'il fait pas des super bons films qui est le premier. Mais il reste qu'en plus c'est un acteur qui est en vogue de plus en plus, il fait de plus en plus grosses franchises. Il a fait la franchise Ted aussi qui a très pogné récemment. Il fait aussi lui ce que j'aime beaucoup de cet acteur là, c'est qu'il fait beaucoup de rôles différents. Autant d'action dramatique que comédie. Ouais. Je l'aime beaucoup dans les comédies. Il en a fait deux avec Will Ferrell et les deux, je les trouve très bonnes. Puis il a fait un drame sur le marathon de Boston aussi, Ouais. que je n'ai pas vu encore. C'est pas écrit qui était très bonne. Il en a fait un autre aussi sur le puits de forage. Oui, aussi, ça a l'air que même ça, c'est bon. Ouais, puis c'est le même réalisateur des deux. Puis Mark Wahlberg est vraiment de plus en plus apprécié au cinéma. Ce qui est ironique aussi, c'est que c'était pas un acteur à la base, c'était un rappeur. Et ça vient aussi à un deuxième dans le classement qui était là depuis 2-3 ans, qui était Dwayne Johnson, mieux connu sous le nom de The Rock. Qui est, comme Max aime le dire, le gars que tu mets dans toutes les franchises si tu veux sauver la franchise, et que c'est quand même vrai. Le Sud est quand même assez près avec 65 millions. Un petit 65 millions en deuxième place, tu sais, médaille d'argent, là. Meilleure chance la prochaine fois, là. Non, mais c'est un peu lent, pareil. Il a fait son argent grâce avec B-Watch, qui a été moyen au box-office. Ouais, il y a vraiment pas tant. Rapide Dangereux au début de l'année. Et entre autres aussi la série HBO qui pogne en ce moment, qui sont rendus je pense à 2 saisons. Ballers, qui est lui l'acteur principal qui a accepté, qui fait un gérant de football, voilà. C'est pas la série est super bonne. J'ai pas d'intérêt par exemple. Ben, je sais pas sur le football, mais elle m'intrigue parce qu'il y a The Rock dedans. Ouais, mais il avait fait le Gangrignon Club. C'est un film de football qu'il avait fait. Je pense que c'était avec Exhibit en plus. Hein. Oui, je pense que c'est de quoi tu parles. Oui. Le troisième qui le suit, c'est sans étonnement qu'il était troisième. Lui aussi, tout dans ces ratios-là, troisième, quatrième, c'est Vin Diesel. Principalement à cause de la franchise Rapide et Dangereux, qui le met en tête d'affiche depuis pas mal d'années maintenant. Il a atteint un seuil de 54,5 millions. Ce qui est quand même pas rien. Il est un petit peu plus loin de Rock parce qu'il est un peu moins populaire. Il fait moins de films aussi. Il fait moins de films, mais c'est un acteur qui est plus difficile dans ses rôles. Il est plus. Tu sais, The Rock il essaie de faire pas mal tout. Vin Diesel, c'est de l'action ou de l'action. Là. Il est pas capable de faire autre chose. Hein. Il est comme une gueule juste à un type de film. Là. Ouais, pis. C'est pas tant un grand acteur, là. Non, tu sais, c'est la famille. La famille, hein. Est-ce qu'il abuse de cette phrase-là dans ce film-là? Ça ou dans Riddick, là, genre, il parle quasiment pas dans le film, il a juste son regard. Il n'a pas besoin de parler. Mais il est bon dans Riddick. Je sais pas. Et le quatrième, c'est quand même une surprise que je trouve qui est aussi haut, parce qu'il va pas super bien depuis quelques années. C'est Adam Sandler, qui le suit de près avec 50,5 millions. Mais pourquoi il fait autant d'argent? C'est simple, parce qu'il y a un contrat à long terme avec Netflix pour tous les films qu'il produit sont produits avec Netflix, donc il s'est fait un paquet d'argent garanti. Tu me permets-tu de faire une parenthèse? Oui. La parenthèse va me déraper un peu. Adam Sandler a sorti une nouvelle bande-annonce cette semaine de son nouveau film sur Netflix et j'imagine que personne ne l'a vu passer. Parce qu'il n'y a pas eu un buzz autour. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est la première fois que Adam Sandler réalise depuis longtemps un film dramatique qui aura pas de comédie ou à peine avec Ben Stiller, soit dit en passant. Okay. Et ça se promet d'être vraiment un film très triste et très touchant. Oh. Et je trouve ça plate parce que les médias ne sont pas emparés pour le montrer, c'est la balance du film. Je suis déçu. Ouais. Pour une fois qu'Adam Sandler ose, on peut-tu lui donner? Il a déjà osé avant, mais ça n'a pas vraiment marché. Mais c'est un acteur que j'aimais bien quand j'étais petit, puis je trouve ça dommage qu'il ait perdu beaucoup de. Ben, il y en a qui pensent que le gars file pas bien. Là. Ça se pourrait. Ça se sent un peu aussi là, dans ses rôles. Ouais, c'est des personnages. Il fait tout le temps le même type de rôle, on en a déjà parlé. Là. Ouais, mais le gars blasé. Là. Ouais, mais dans ses derniers films, c'est des personnages plus faibles. Tu sais, par exemple, dans The Over, c'est un gars qui a le cancer. Dans Stanley Cox, c'est un gars qui a pas vraiment de confiance en lui, qui est tout à délaissé, que le monde rit de lui, mais dans le fond, le gars,
est-ce qu'ils essaient de projeter quelque chose? C'est une analyse que je lance. Je trouve que ce serait intéressant d'en parler. Là. Ouais. Pour continuer le classement, je vais essayer de faire ça assez vite. Le cinquième, je suis content, c'est mon acteur préféré de tous les temps, il va toujours le rester. C'est Jackie Chan. Il est moins populaire ici aux États-Unis parce qu'il fait il fait presque pas de films sur le sol américain. Il s'est concentré sur le cinéma chinois depuis plusieurs années. Mais là, il y a Foreigner qui arrive. Ouais, puis il en a fait un autre il n'y a pas longtemps avec un Américain. Ça se passe en Chine puis en Europe. Là. J'ai écouté parce que j'ai bien aimé. Et puis il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des rumeurs. Ils sont en train de travailler pour faire un nouveau Heure Limit. Puis ils sont en négociation avec Jackie Chan. Bref, ils ont pas j'ai pas le montant sur mon classement ici, mais il arrive en cinquième, donc il doit être proche de 50 millions par année. Et by the way, Foreigner, c'est officiel, hein, il va sortir au Québec. Parce que des fois, ces films-là, malheureusement, ne sont pas au Québec. C'est officiel, là. C'est bon à savoir. Rapidement, pour les 5 dernières places, on a Robert Downey Jr. qui est là à cause de tout ce qui est Marvel. Lui, c'est l'acteur le plus payé dans tous les films Marvel. Puis il demande tout le temps beaucoup. Ça a été difficile pour le re-signer pour les derniers films qu'il a fait. Parce qu'il comparé aux autres acteurs, il y a un écart assez drastique. Il est demandant, cet acteur-là. On en reparle tantôt dans le film parce qu'il joue dans le film qu'on va parler. Il y a Tom Cruise ici qui est là parce qu'il fait tout le temps des grosses franchises à chaque année. Mission Impossible, Jack Reacher. La momie, là, justement, il était bien payé. Là. Il était crissement bien payé pour la momie. Puis Mission Impossible 6. Mission Impossible 6. Et après, après ces célébrités-là, ces 3 célébrités de Bollywood ne sont pas connues pour notre vision à nous, parce que c'est des films hindous, indiens. Donc, je ne les nommerai pas. Ford a été interrogé à savoir. Hollywood a été interrogé à savoir pourquoi il y avait une si grande différence de montant, parce que si on cumule les montants du top 10 des deux côtés, hommes et femmes, c'est là que tu vas voir comment c'est intense. Les femmes ont fait, les top 10, les 10 actrices ensemble ont fait 172,5 millions d'argent, les 10 ensemble cette année. Les hommes, les 10, ont fait 488,5 millions. C'est énorme, là. Il y a une grosse différence de 3... ça grave, ouais. Il y a 300 millions de différence entre les deux. Puis, Hollywood a dit une des raisons, c'est que la plupart des rôles importants dans les films sont délégués à des hommes. Surtout parce qu'en ce moment, tout ce qui est fort, c'est super-héros. Donc, tout ce qui est super-héros, ils mettent des hommes. Ils disent que cette année seulement, il y a juste eu 28,7% des rôles parlés qui ont été donnés à des femmes. C'est grave. Sérieux, en tout cas. Je vais pas aller dans le côté politique, mais ça m'écoeure. Ben écoute, c'est un des points que je voulais emmener. Je voulais parler du classement, c'est aussi quand j'ai vu le classement puis la différence. À chaque année, ils en parlent, puis même souvent dans les galas, les actrices ils en font mention qu'il y a une grosse différence. Ils sont tout le temps plein d'excuses, plein de raisons, comme là, c'est le nombre de rôles, tout ça. Oui, je peux comprendre qu'il y a moins de rôles. Mais écoute, je m'excuse, mais l'univers de Marvel, il y en a un Christ de la femme. Ben oui. Il y a moyen en masse de moyenner. Il y en a autant des deux bords, mais la preuve Wonder Woman est un bon exemple dans DC. On a quand même Black Widow. Mais qui est pas lead, elle a même pas eu son propre film. Non, le premier qu'il va avoir, c'est Captain Marvel, puis à date, ça n'ose pas pour qu'il soit avec l'Avenger. Ouais, puis c'est quoi, 2019? Genre. En tout cas. Ouais, mais c'est quelque chose qui est assez troublant, surtout la grosse différence entre les deux. Je voulais avoir le classement complet des femmes, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais il reste que c'est quand même des actrices aussi spectaculaires que les acteurs. C'est des filles même il y en a qui sont encore plus connus. Jennifer Aniston, ça fait des années qu'elle est là. Elle fait des gros films, des grosses séries. Pourtant, elle fait même pas le tiers de Mark Wahlberg, qui lui, il commence une carrière en feu quelques années. En tout cas, moi, ça me décourage. Ouais, c'est quelque chose de très décourageant. Je vais en faire mention. Si vous pouvez nous dire des commentaires, je serais curieux d'entendre votre avis. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais ça que ça change parce que c'est quand même assez intense. Mais il reste que c'est intéressant de voir ça chaque année, qui rapporte le plus. Je trouve ça fascinant aussi de voir quel acteur est si riche que ça. Alors, c'était ma chronique cette semaine. Je voulais parler, je vais montrer l'envers du décor, si on peut dire. C'est une belle chronique, mon Matt. Alors, sans plus attendre, on va aller du côté non-spoiler pour parler de notre film cette semaine qui est Tonnerre sous les tropiques. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors, je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Breaking news! On vient d'avoir une nouvelle de dernière minute. On voulait absolument vous en partager. Max est super excité. Il s'en peut plus, il saute sur place. J'essaie de le retenir pour pas qu'il saute. La nouvelle, c'est très simple. Vous voyez comment il capote. DC Warner Bros. Pictures ont confirmé qu'il allait faire un film sur le Joker, sur l'origine du Joker. C'est réalisé par Martin Scorsese. Il serait. Hein? Martin Scorsese. Ça me surprendrait en tabarnak. Sérieux. Si Martin Scorsese
Scorsese. réalise un film de la Warner Bros. Dans l'univers de DC sur le Joker, sur un personnage qui n'a même pas d'origine à la base. Comment tu veux jouer? Non, mais gros, c'est un projet improbable, là. Tu sais, quand DC, eux, sont partis, moi, j'aime ça, moi, leur meeting. Tu sais, on s'assied autour d'une table, c'est ok, bon, il me semble qu'on a pas assez de films, là, faut faire un autre film. Qu'est-ce que tu penses? Hey, Joker, il est populaire, ouais, on faudrait faire un film sur Joker. Hey, on fait un film sur son origine, c'est tout en bon, les films, ses origines. Ah ouais, bonne idée, go, go, go! J'en reviens pas. Gros, ils ont annoncé quoi? 15 spin-offs sur Batman? Genre, c'est rendu, je pense, le 7ème, là. Commencez de faire des bons films, là! Surtout qu'il va faire un film de Batman sans Ben Affleck, là. Sacrement! Donc, Moi, d'après moi, ils vont finir ça avec Justice League puis ils font pas de film après. Ouais, Je sais écoute, pas, man. c'est chaotique leur affaire, mais c'est surprenant. Surtout que l'acteur était plus sûr de vouloir le refaire, j'arrête les taux, là, fait que... En tout cas. Parce que c'était la news, il fallait que je vous la partage, qu'on vient juste de la recevoir. Donc c'est assez perturbant. Je vais la partager, il faudrait la partager sur notre page tantôt pour que tout le monde le sache. Ouais. Bref, cette semaine on critique le film Le Tonnerre sur les tropiques, une comédie réalisée par Ben Stiller. Oui, l'acteur, il réalise souvent des comédies qui jouent dedans. Il avait réalisé les Zoolander 1 et 2, Ouais. l'excellent Zoolander et le très mauvais Zoolander 2. Ouais. Il avait réalisé Cable Guy, te rappelles-tu de ça? Oui, Avec oui. Jim Carrey. Avec Jim Carrey, ouais. Un drôle de film qui prévoyait l'avenir à la fin. Je vous laisse Je en me rappelle doute. plus. À la fin, quand Jim Carrey est sur la tour radio, Ouais. il dit quelque chose qui est absolument vrai avant même que ces choses arrivent. Bref, et il a réalisé le fameux Walter Mitty que tu veux qu'on critique très bientôt. Ouais, mais c'est un des films que j'ai beaucoup aimé dans les dernières années. Et je trouve que c'est un des meilleurs de Ben Stiller. Probablement après Defender, on va le critiquer. Probablement. Parce que Ben Stiller, il a pas fait tout le temps des bons films. Ces temps-ci, c'était un peu moyen. Ouais. Et le Walter Mitty, c'est un des films qui a fait remonter, je trouve. Et j'ai beaucoup aimé, fait que j'aimerais ça qu'on en reparle bientôt. Bref, les attentes d'un gros casting dans ce film-là, écoute, c'est un des plus gros films de... Ok, je te donne le défi Ouais. de toutes les dire sans respirer. Ok, attends. 1, 2, 3, go! Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., Matthew Connery, Danny McBride, Bill Hader, Jack Baruchel, Steve Corning, Tom Cruise, Benton T. Jackson. Wouh! Tabarnak, hein? On va revenir tranquillement sur quand on va être des acteurs, mais c'est en partie le gros du casting. Tabarouette, hein? Surtout que toi, Max, t'as oublié de mettre Tom Cruise dans la liste. Ah ouais. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas eu de Patreon. On Ah! a fait un bot, s'il vous plaît. Allô, est-ce quelqu'un? Test 2, 1, test 2, allô? S'il vous plaît. Ouais, Max, il mange des bas, là, il a faim, là. Non, mais c'est pas pour me nourrir, le gros, dis pas ça, Steve non plus. Non, je niaise. Bref, c'est un gros casting. À l'époque, c'est toujours, ça reste toujours un des films qui a un des plus gros castings pour une comédie. Ouais. C'était pas de la petite bière. C'est pas de la petite bière, c'était très ambitieux comme projet, surtout par Ben Stiller, qui est pas le top en termes de réalisateur, mais qui aime ça faire des comédies, puis il s'est très bien débrouillé pour ce film-là. Le film est distribué par DreamWorks Ouais. et produit par Red Hour Production. Je vais te laisser aller avec les anecdotes. Ouais, je trouve ça intéressant des fois des anecdotes sur des comédies de même, tu sais, des comédies qui sont quand même relativement très ambitieuses. Juste pour te donner l'image, Robert Downey Jr. se fait maquiller en noir tout le long du film. Ouais. Parce qu'il se prend pour un black man. Il est un afro-américain. Ouais, c'est ça je suis pas raciste. By the way, là, c'est le personnage qui est comme ça. Et c'est 2 heures de maquillage par jour. Puis je le trouvais pas tant réussi, là. Ouais, c'est vrai. Mais j'imagine que Mais c'était c'est voulu. moins pire que pour Jennifer Lawrence, je pense que ça prend genre 6 heures le matin se maquiller, là, Tabarnak, hein. pour faire mystique, là. Ah, ok, ouais. C'est pas Hunger Games, mais c'est Chris, c'est. Non, c'est quoi? Hunger Games, ils l'ont juste payé plus cher pour qu'elle c'était en brun, parce qu'elle voulait pas se en brun. Pour vrai? Ouais, tu sais pas? Non? Ils ont dû négocier en la hausse son contrat parce qu'elle voulait pas le faire si elle devait se en brun. Fait qu'ils ont dit, ok, mais si on te paye plus cher, le fais-tu? Elle a fait, ben, ok. Hein? Parce qu'elle est blonde, elle Oh. était blonde, ouais. Ok, bref, c'est ça. Et sinon, Grossman, qui est comme Lee Grossman, le producteur du film. Ouais, c'est ça, qui est comme un gros chauve. Bedonnant. Bedonnant avec des grosses lunettes, puis du poil partout. À la base, le personnage ne devait pas être là. Tom Cruise devait être le personnage de Rick, qui est l'agent de Ben Stiller dans le film. Et finalement, Tom Cruise a convaincu Ben Stiller, écoute, faut que tu me laisses faire ce personnage-là. Et c'était dans un moment où la carrière de Tom Cruise n'était pas tellement à son top. Ouais. Genre, c'était quelques temps après l'affaire d'Oprah sur le divan, là. De l'ND, là. Ouais, c'est ça, tu Puis sais. bref, là-dedans, écoute, on va se le dire, là, il va la vedette, là. Il est vraiment. Ouais. C'est un bon personnage, là. Et il l'a même après ça mis dans un vidéoclip. La même année, il était au MT Award.
Puis il a dansé avec Jennifer Lopez sur une chanson, puis il était déguisé avec son costume. Pis tout. C'est excellent, ça. Ah, écoute, c'est tellement drôle. Et Jack Black, dans le fond, joue un personnage qui est fortement inspiré de Chris Farley, qui était un des meilleurs amis de Ben Stiller à l'époque. Ben, il serait encore si, en tout cas. Ouais. Malheureusement, je pense que c'est une crise cardiaque ou une overdose, ou un mélange des deux. Je pense que c'est un mélange des deux. Ouais, hein. Ouais, malheureusement, un acteur que j'adorais pour vrai, là. Je sais pas si t'as déjà vu le Karaté Noir, je crois. Il y avait Chris Rock là-dedans. Oui, ça me dit de quoi, oui. Je sais pas si c'était Karaté Noir. J'ai un blanc. Là, je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute, ils sont comme Gros, c'est pas ça, non, tu fais. Ouais. C'est pas ça. Max! Et pour revenir au personnage de Rick que je mentionnais tantôt, qui est justement l'agent de Ben Stiller, à la base, ça n'était pas Matthew McConaughey. Ah. Et vu que ce n'était pas Tom Cruise, c'était censé être Owen Wilson, qui est encore un très bon ami de Ben Stiller. C'est une clique, là, faut croire. Ouais, c'est le Fat Pack là, qui appelle. Là. Ouais, puis malheureusement, Owen Wilson n'a pas pu faire le film parce qu'il a fait une tentative de suicide à l'époque, ce qui a empêché de pouvoir Participer au tournage. participer au tournage. Et il Ouais. était remplacé à la va-vite pour Matthew McConaughey. Ben, j'aurais bien vu Owen Wilson, mais je trouve que Matthew McConaughey est quand même drôle dans son personnage. Oh puis- oui, il fait bien une bonne job, là. Non, tu sais, c'est pas comme s'il essaie de faire un méchant, genre comme dans La Tour Sombre. Ouais, mais pas rien que ça. Je il, suis méchant. il était dans la vague de ses films d'amour, là. Ouais. Oh oui, il en avait fait genre 6 d'une shot, là. Ah, man, ça va pas d'allure. Moi, là, pour vrai, là, je pensais qu'il faisait rien que ça. Pour vrai, là. Ben, il y a une époque, c'était ça, à sa force. Hein. Genre, à chaque année, il sortait genre une ou deux comédies d'amour. D'amour, puis c'était tout poche. Là. C'était tout le temps la même histoire, là. Le gars qui aime la fille aime le C'est gars. correct d'en faire une fois de temps en temps, là. Mais... Bon, il y a une phase là-dessus, là. Mais tu sais, à un moment donné, quand t'as besoin d'argent pour te nourrir, Ouais. c'est comme Nicolas Cage qui fait juste des films d'action de série B en ce moment parce qu'il a besoin d'argent. Sinon, le budget du film est de 92 millions et rapporté 188 millions. Tu vas me dire, ah, ben il a remporté son budget. Ouais. Vas-y, dis-moi là. Il a rapporté son budget! Pas tant. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas tant à rembourser son budget. C'est pas énorme. Il y a à peine de profit. Et l'international, vu que c'est taxé par les salles de cinéma et c'est taxé pour diverses raisons, ben il n'est pas tant à rentrer dans son argent, malheureusement. Je suis surpris parce que je trouve que c'est dans les comédies, dans tout ce que j'ai vu dans ma vie, je trouve que c'est dans le top là. Oh oui, puis le film a eu des bonnes critiques. Ouais, ben c'est ça, je vais aller. Mais on a juste une nouvelle partie maintenant à notre fiche technique du film, demande de ma part. J'ai mis dans notre fiche les deux sites principaux des critiques de films de cinéma, donc Qui cumule toutes les ouais, critiques. qui là. cumulent tout. Dans le fond, c'est Rotten Tomato et Metacritic. Donc sur Rotten Tomato, qui est donc le plus connu, le plus populaire, les critiques ont donné un 82% de critiques positives. Qui est très honorable. Là. Ce qui est très, très bon, très élevé pour une comédie. Et le public, ils ont donné 70%, donc un petit peu moins haut en termes de critique, mais reste qui est très bon, là, il est très bien coté. Metacritic est dans un petit peu moins généreux en termes de notes. Mais il y a quand même plus qu'un note de passage. Ouais, c'est ça. Il y a une note de 71 sur 100 pour les critiques et 7.3 sur 10, donc 73 sur 100 pour le public. Donc on reste quand même dans une bonne note. Là, Les notes plus. La seule affaire qui m'écoeure de Metacritic et de Rotten Tomatoes, c'est que les notes sont trop. Ouais. Par exemple, Emoji, il y avait 0. Je peux pas croire que le film n'a pas une qualité. Ouais, ça. Et sinon, je sais quel film. Je pense que c'était Baby qui avait eu comme 100% pendant un moment. Là. Puis Metacritic, eux autres, c'est tout le temps genre ultra sévère. Tu t'en sors pas. Un bon film, des fois, va se ramasser avec une note comme ça. T'es comme, ben non, mais c'était meilleur que ça. Là. C'est, en tout cas. Ouais, c'est deux visions différentes, ces sites-là, puis ils sont souvent critiqués, mais ça reste que c'est les deux références. Quand on va avoir une idée de si le film est bon. Pas moi, j'aime ça regarder ça avant d'écouter un film, ou quand je découvre un film ou une série, je me demande si c'est bon, ben je vais voir les critiques, donc je vais voir sur ces sites-là. Même sur le site Allociné aussi, que je pense que je vais ajouter la prochaine fois, c'est le site français des critiques. Je vais voir les notes, les commentaires, puis là, je suis comme, ah, ok, les gens pensent ça de la série, d'accord. Ah, ok. Mais Metacritic, il est honorable dans le sens qu'il va chercher aussi les critiques françaises aussi. Ouais. C'est bien parce que c'est plus global. Ouais. Donc, si vous vous donner une idée de comment le film est bien critiqué, résumé rapide du film, dans le fond, c'est l'histoire raconte l'histoire d'un film. Donc, Oui, vous avez bien entendu. ouais, c'est ça, c'est pas un bug. Là. On a déjà parlé de ça un peu la semaine passée. Dans le fond, le film raconte l'histoire d'un tournage de film basé sur un livre, d'un événement qui s'est passé par la guerre de Vietnam. Donc, ils ont engagé les plus grands acteurs du cinéma actuel pour refaire ce film-là. Donc, le film commence qu'on a droit à des fausses... non, je vais rien spoiler, désolé. Donc, bref, je vais rester là sur le film. Dans le fond, c'est un film qui tourne un film, dans le fond, sur la guerre du Vietnam. Et c'est un film d'action, mais à la comédie. Avec des grands acteurs qu'on va renommer dans quelques instants, qui font les rôles principaux. Donc, c'est le postulat du film. Bref, je vais aller avec les acteurs, je vais te dire ce que t'en as pensé.
Commencer avec la tête d'affiche qui est Ben Stiller, parce qu'en plus de réaliser, il fait la tête d'affiche. Qu'est-ce que t'as pensé de Ben Stiller? Ben Stiller, je trouve que c'est peut-être le moins intéressant des personnages, ironiquement. Ah ouais? Ouais, moi, je l'aime beaucoup, là. C'est pas. Je trouve que c'est lui qui est mis le plus à l'avant, là. Ouais, mais je trouve que c'est le moins intéressant. Simple Jack. Ouais, j'avoue, ça c'est très drôle, là. J'aime. Mais je trouve que c'est le personnage le moins intéressant parce que il joue encore du Ben Stiller. Tu sais, genre, c'est du Ben Stiller. Le gars qui est comme au dépourvu, puis qui sait pas trop quoi faire. Fait que là, il décide fuck up, on va tout changer, puis on va se relever. Il a fait ça souvent, là, ok? Ah, et là, c'est genre l'acteur des films d'action full cut, là. Ouais, ben tu le sais, vu que c'est lui qui l'a réalisé. Mais écoute, Ben Stiller, il s'en sort bien, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un énorme acteur, mais c'est un bon acteur. Et dans ce film-là, tu le vois qu'il y a comme du fun à le faire, là. Ça a pas dû être. Tu sais, il a travaillé pour ce projet-là, mais ça a pas dû être totalement pénible comme film, là. Non, ça avait l'air vraiment le fun. J'ai regardé le tournage, tout ça, puis les gens ils niaisaient, puis tout. Moi, Ben Stiller, écoute, j'ai beaucoup aimé j'ai aimé son personnage. Je trouve pas que c'est le meilleur du film, mais il reste très drôle. Ouais. C'est lui la tête d'affiche. Je trouve que oui, ça ressemble à ses rôles habituels du Ben Stiller, mais je trouve que là-dedans, il met une touche particulière parce que ça mélange un peu, il fait comme un peu un stéréotype d'acteur de film d'action. Même un peu de lui-même, en quelque part. Un peu de lui-même. Il a dit que son personnage il avait beaucoup basé sur Sylvester Stallone, le style de film Rambo, là, cut avec une mitraillette et un bandeau. C'est même clairement son inspiration première. On le voit tout le long dessus avec sa personnalité puis tout. Puis, donc, je trouve ça très drôle. Mais il reste que j'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouve qu'il s'en sort très bien. C'est pas mal ça. Je vais aller avec le deuxième. C'est mon acteur fétiche. Je dirais, après Jackie Chan, c'est mon deuxième acteur préféré. Okay. C'est Jack Black. Qu'on voit pas très souvent au cinéma. Lui aussi, il choisit ses rôles. Parce qu'il y a aussi il y a un groupe de rock qui fait des tournées. Mais il a déjà dit. Qui est très bon en spectacle, by the way. Là. Qui est très bon. J'adore leur musique. Mais il a déjà dit qu'il choisissait ses rôles. Il en fait pas tant de ça. Il fait genre un film par année ou un film aux 2 ans. Il fait pas souvent des films. Comme cette année, il en sort 2. Là. Non, Jumanji. Non, excuse-moi. Cette année, il en sort un. C'est Jumanji. Puis l'année passée, il me semble qu'il en avait sorti deux. En tout cas, il a Jumanji sort cette année? Je sais plus. Parce que le prochain film qui sort, c'est Jumanji. Ok, je vais aller googler en même temps. Tu m'as bugué, là. Bref, Jack Black, dans ce film-là, ben, il fait l'acteur comique classique qu'on voit au cinéma. Tu sais, là, lui qui fait rire tout le monde en faisant des pets, puis en faisant des gags, puis en niaisant sur son physique. Puis, mais il y a un côté, je trouve que c'est un des personnages les plus dramatiques du film. Le film Jumanji sort le 20 décembre. Fini. Bon, merci. Je trouve que c'est un des personnages qui a un des côtés les plus dramatiques parce qu'il vit une crise existentielle. Ça, puis de drogue, là. Ouais, c'est ça. Le personnage surjoue tout le long, mais c'est tellement volontaire. Ah, écoute, des fois t'es comme, voyons donc. Écoute, Jack Black là-dedans, c'est Jack Black. Il fait tout le personnage drôle, un peu la Will Ferrell, très absurde, très poussé à l'extrême. Ben, là-dedans, il rit beaucoup de. Eddie Murphy, en fait, aussi. T'as jamais remarqué? Eddie Murphy avait tendance à, mettons, par exemple, Norbit ou Professeur. J'ai oublié le nom. Quelque chose. En tout cas, bref, qui jouait. Eddie Murphy pouvait incarner comme plusieurs personnages en un seul film. Et c'était des jokes de pète, puis de. Puis Jack Black rit de ce personnage-là. Puis Eddie Murphy, je pense qu'il y a eu des déboires aussi avec la drogue. Je sais pas si c'est autant, là, mais. Mais c'est très poussé ce film-là. Puis c'est ça, Jack Black, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très drôle. Ses répliques, je trouve que c'est dans les répliques cultes qu'il dit. Donc, bref, j'ai beaucoup aimé. Toi, t'en as déjà un peu parlé, mais as-tu autre chose à ajouter sur Jack Black? Ben, écoute, rapidement, moi, je te dirais que Jack Black. Il joue très bien son rôle en quelque part parce qu'il tu sais, il overreact comme je dis, mais il le fait bien dans le sens que son personnage ça répète encore pire là, tu sais là. Ouais. Puis je trouve que même il y a même une progression pour son personnage, puis Jack Black là-dessus, tu sais Jack Black il a fait beaucoup de films que ses personnages sont souvent très excentriques, puis celui-là c'est comme un des pires. Ouais. Et je trouve que ça fit. Ça fit dans le personnage, il va très bien. Ouais, non, c'est ça. J'ai trouvé correct. Mais par exemple, ça me surprendrait pas qu'il gosse certaines personnes. Ouais, ben il peut venir irritant un peu, mais moi je l'ai aimé parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, fait que ça me dérange pas. Mais moi, il des phrases comme je vais te tousser à la queue. Ah ouais, donne-moi de la coque, je vais te tousser à la queue. Ça me fait rire. On repassera là-dessus. Ouais. Avec le troisième acteur de la tête d'affiche. Qui est le meilleur tant qu'à moi. Là. Que je le disais commencer, parenthèse intéressante, c'est à ce moment-là que la carrière remontait pour cet acteur-là parce qu'il était dans un down avant et c'est un des premiers films qui lui a permis de remonter la pente, suivi après d'Iron Man. Mais donc, c'est pour l'anecdote, c'est Robert Downey Jr. Donc, je vais te laisser commencer. Ouais, Robert Downey Jr. Écoute, Robert Downey, là. Robert, là. Bob, là, peut faire ce qu'il veut.
il est bon, t'as le temps. Écoute, c'est le meilleur personnage du film. Un, parce qu'il se fait se passer pour un noir, qu'il sait qu'il est blanc, mais qu'il veut faire croire qu'il est noir. C'est un blanc, blond aux yeux bleus qui se passe pour un Afro-Américain. C'est que c'est malade, tu sais, quand tu y penses, là. C'est un Australien blond aux yeux bleus. Ah, gros. Là-dedans, là, Bob s'en sort vraiment bien. Écoute, il est puissant là-dedans. Puis, genre, je vais citer une phrase du film, c'est pas un spoiler, c'est quand l'autre, il dit, tu sais, mec. Parce que oui, en français, c'est ouais, mec. Il dit à Ben Stiller, tu sais, Forrest Gump, Bob Tom Hanks, il joue pas trop la torde. Champagne dans Je suis Sam, il joue trop la tarte. Cette phrase-là, je la recule tout le temps. Puis je meurs. C'est l'erreur que tout le monde fait. Il faut pas jouer trop la tarte. Faut pas jouer trop la tarte. Ouais. Écoute, moi, moi aussi, je trouve que c'est l'acteur avec Tom Cruise dans ce film-là, il vole la vedette. Robert Downey Jr., il est tellement drôle. Comme on l'a dit, il joue un Afro-Américain. Puis dès le début du film, il s'est mis en place, puis c'est même très drôle parce qu'il s'est dit qu'il a il a fait une opération très controversée, puis tu vois, c'est genre de la sauce soya, genre. C'est très drôle, mais tout le long, il fait rire, puis il amène aussi des stéréotypes afro-américains parce que son personnage, c'est aussi un reflet du fait qu'il y a des rôles de noirs, faut que tu donnes des rôles de noirs, tu sais. Fait que là, il y a un des personnages principaux qu'on va parler plus tard, qui je pense c'est Bill Harder. Je pense que c'est le noir, l'autre noir qui est dans le team, c'est le rappeur dans le fond. Et non, c'est pas Bill Harder. J'ai rien dit. Là, le chercheur, t'as continué. Ouais, continue en tout cas. Puis à un moment donné, il va dire, écoute, ça me fait chier que tu aies le rôle du noir parce que, genre, il n'y a jamais de rôle de noir, puis quand il y en a un, il te donne à un blanc. C'est Brandon T. Jackson. Ouais, c'est ça. Son personnage, Brandon T. Jackson, à un moment donné, il dit à Robert, il dit, ça me fait chier que tu aies ce rôle-là parce que c'est un rôle de noir, puis ils l'ont donné à un blanc. Mais c'est beaucoup ça, hein, dans le monde hollywoodien. Puis c'était quelque chose qui était très commun avant, dans le début du cinéma américain. Ils prenaient des blancs, puis ils faisaient du blackfacing. Donc c'est aussi pour faire un lien à ça. Mais c'est une critique aussi en soi, parce que souvent, dans les films, il faut que tu aies un rôle de femme puis un rôle de noir, tu sais, ouais, pour que ça soit complet, tu sais. Puis c'est un peu ça aussi qui est mis en avant ce film-là, mais il les joue très bien, puis il est très drôle tout le long du film. Il amène beaucoup de stéréotypes aussi. J'ai trouvé très bon. C'est une bonne critique en même temps. Je pense on va finir avec les deux acteurs, la team de l'escouade. Dans le fond, les autres, on les parlera pas dans le film. Mais dans le fond, je viens d'en parler un de Brandon T. Jackson, qui fait le noir de la team, dans le fond, le vrai noir. Qui fait genre. C'est un rappeur qui a tous les stéréotypes de rappeur. Moi, au début, tu t'attends pas, on va parler plus tard dans les spoilers, mais tu te trouves même arrogant au début. Tu trouves arrogant, tu trouves que t'es comme. T'es un rappeur typique, là, tu fais chier, genre, t'as plein de filles, pis genre, t'as plein d'argent, plein de tout ce que tu veux, tu fais chier, genre, pis il a l'air réservé, pis ça, mais en même temps, il a l'air fraîchi. Puis c'est un acteur qui est pas très connu, je l'avais vu dans Percy Jackson, entre autres, mais j'ai bien aimé ses références. Il fait souvent des répliques pour remettre les autres à l'ordre, surtout Robert Downey Jr., mais il y a tant des petites répliques comme ça pour comme, faire le noir de service, mais en même temps pour comme, rappeler que c'est lui le noir, non Robert Downey Jr. Donc je sais pas ce que tu as pensé de lui. Écoute, il est drôle, il est surtout là pour ramener Robert, Bob, dans le bon chemin, là. C'est ça le but du personnage en quelque part, là. Mais il a son vice caché que j'aime beaucoup, que je m'attendais pas. Puis finalement, le dernier de la team, parce que les autres acteurs vont pas aller dans le côté spoiler, c'est le Jay Baruchel, acteur canadien très connu. Un Montréalais, by the way, qui vit à Toronto maintenant. Là, ouais, qui fait le dernier membre de l'escouade, qui fait, dans le fond, le nouvel recrue, là, si on peut dire. Donc, c'est un peu lui qui il est moins présent de la gang. Mais il reste qui est aussi important. Là. Ouais, il est aussi important parce qu'il c'est le leader, pour vrai. C'est comme le leader indirect, là. Parce qu'en quelque part, c'est Ben Stiller, mais en quelque part, c'est Jay Baruchel. C'est le seul qui a une tête ses épaules. Puis à cette époque-là, Jay Baruchel était zéro connu, là. À peine, en tout cas, il commençait, il venait de faire Torski, là. Tu sais, c'est en tout cas. C'est ça qui est intéressant sur son personnage parce que c'est le seul qui a une tête ses épaules. Tous les acteurs là-dedans ont la tête enflée, sauf lui qui est comme le nouveau, puis il est comme. Moi, je suis là pour un film. Là, j'ai lu le roman, puis j'ai lu le script, puis je connais ça, tu sais. Donc, je trouve ça très drôle. Donc, en règle résumée, qu'est-ce que tu as pensé du film? Écoute, moi, je pense pas que je vais donner une aussi bonne note que toi. Je te dis d'avance, là. Non, mais ce film-là est pas parfait non plus, puis je te dirais que c'est bizarre, mais je trouve qu'il y a des fois des retournements de situation qui sont relativement cheap. Et je te dirais que j'ai trouvé des longueurs à certains moments, surtout là, au moment des campements. C'est ça, mais ça rend pas le film mauvais. C'est quand même relativement bien rythmé malgré tout. Ouais. Je trouve que le casting, c'est vraiment un casting 5 étoiles, puis ça se ressent dans le film. Visuellement, écoute, c'est super beau, puis c'est super autodérision. Autodérisoire, ce serait plus le vrai terme. Bref, moi j'ai adoré ce film-là.
mais ses longueurs, puis des fois, son scénario me laisse dans le doute que c'est pas... Ça aurait pu être encore un peu plus peaufiné. Mais j'apprécie ce film. Écoute, c'est un film que j'ai adoré. C'est une de mes comédies préférées, je le répète, mais je vais le répéter toujours. Un casting 5 étoiles. L'histoire est bonne. Je t'arrête toi, il y a quelques longueurs, surtout dans les campings, qui n'a pas autant d'humour qu'on voudrait, donc ça fait quelques petites très longues. Mais ça s'oublie rapidement avec toutes les gags du film. Reste que l'histoire est super bonne, elle est originale à fond, elle est absurde. C'est du jamais vu. Du début à la fin, ça me jette à terre tellement que c'est bon. Donc c'est super bon. La direction artistique, les décors, écoute, c'est vraiment fou comment on peut vraiment croire que c'est un film d'action en mettant que c'est une comédie. Mm-hmm. J'ai adoré la bande son aussi, à certains moments, il met de la musique pour faire l'ambiance. J'ai trouvé ça bien fait. Tous les personnages, on les a pas tous nommés, mais il y a écoute, il reste quand même Tom Cruise, Bill Hader. Il y a l'acteur qui fait l'expert des explosifs. Danny McBride. Ouais, puis l'autre qui est le survivant du Vietnam, là, qui a des crochets à la place des mains. Steve Coogan, je pense. Non, c'est Nolte. En tout cas. Ouais, en tout cas, ces deux-là, j'ai aimé aussi leurs personnages qui ont chacun des revirements. C'est Nick Nolte. Nick Nolte. C'est un acteur que je connaissais pas vraiment, honnêtement. Mais dans ce film-là, j'ai trouvé assez intéressant, assez drôle. Il est quand même assez. Il y a un retournement de situation avec le personnage inattendu. Ouais, c'est ça. C'est assez surprenant. Puis l'autre, c'est un acteur qui est quand même connu, qui fait le gars des explosifs, mais j'ai bien aimé. Puis j'ai aussi un petit clin d'œil aussi que j'ai aimé, c'est un des premiers rôles de l'assistant de Tom Cruise dans le film, son assistant l'acteur. C'est un de ses premiers rôles au cinéma. Il s'est fait connaître par SNL. Ouais, Bill Hader. Bill Hader, puis il est très drôle. J'ai découvert avec SNL, puis il est vraiment tordant. Puis là-dedans, il y a un petit rôle, mais il amène sa touche très drôle. Puis j'ai beaucoup aimé le voir aussi. Il y a plein de petits éléments dans le film qui fait que je l'ai beaucoup aimé. Donc, sans plus attendre, on va du côté spoiler pour vraiment détailler le film dans son ensemble. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on dit côté spoiler pour parler du film en son ensemble, qu'est-ce qu'on a aimé. Je pense qu'il n'y a rien qu'on a vraiment pas aimé, à part peut-être quelques petites longueurs. Ouais. Mais reste que c'est un excellent film. Moi, je commençais avec le premier élément original de ce film-là, c'est au début du film, ils mettent des fausses. T'avais hâte d'en parler, hein? Ça va. Moi, il faut que je t'explique l'anecdote. Je connaissais pas le film. Okay? Moi non plus, puis je pense le même effet que toi. J'ai découvert il y a 2-3 ans ce film-là. J'étais à Drummondville chez un de mes amis. Puis on était allé au club vidéo, puis on cherchait un film à louer, puis il n'y avait rien d'intéressant. Puis là, on était à voir la boîte des films à genre 5$. Puis sur le top, il y avait ce film-là. Puis là, mon ami dit, hey, ce film-là, je me rappelle quand j'avais écouté quand j'étais plus petit, il était vraiment drôle, il faudrait l'écouter. Je suis comme, t'en as, c'est tropique. Là, je regarde Ben Stiller, je suis comme, Ben Stiller, il est pas bon. Là. Là, il dit, ah, tu vas voir, c'est super tordant. Je suis comme, ok, on va le pogner. Fait que là, je la jette. Fait que là, on va chez ça, on le part, puis là, il y a fausse bande-annonce qui commence. Là, du coup, je comprends pas, je pensais que c'était des vraies bandes-annonces. C'est vraiment bien fait parce que la première chose qui commence, c'est genre une pub de boisson énergisante avec un rappeur, genre I am pussy. Puis t'as le droit à la petite bande verte au début qui est avertie, ce film-là va être pour tout le monde ou 13 ans et plus. Ce qui est nice, c'est que t'as une annonce pour introduire chaque acteur principal. Fait que là, t'as l'annonce de la boisson énergisante, puis après, là, ça commence, c'est genre une annonce de film d'action, puis c'est genre Paramount Picture présente, puis là, t'as comme le truc vert. Puis ça, c'est faux, vraiment, je le dis, j'aime ça l'intro, c'est genre quand le monde fut en danger, ils ont fait affaire avec le seul homme qui pouvait les sauver. Ils ont fait affaire avec le rôtisseur. Là, t'as juste Ben Stiller en haut d'une montagne avec la lave, puis un gun d'une main, puis un bébé de l'autre main, puis il regarde le ciel. C'est comme quand la terre a eu besoin de lui une deuxième fois, il fut là, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, et il était là aussi la cinquième fois. Mais cette fois-ci, tout a changé. Dans le rôtisseur 6, tout est gelé, il y a deux guns, deux bébés. C'est over the top, genre super CGI. C'est pas CGI, c'est super stéréotype des films d'action, genre Sylvester Stallone de Terminator, c'est over the top. Moi, ça m'a fait rire à fond. Mais c'est pas lui mon préféré, moi. Ben, je vais te laisser avec ton préféré. Ok, moi dans le fond, c'est des prêtres. Les prêtres? Les prêtres. J'ai toujours su que t'étais gay. Non, mais gros, ça me fait vraiment rire parce que comme toi, moi, je connaissais pas le film. Ben, je l'avais vu passer dans les annonces à TV, tout ça, mais j'avais jamais donné d'intérêt au film. Et quand je l'ai écouté pour la première fois, gros, j'ai ri. Quand je vois Tobey Maguire qui venait toujours de sortir des Spider-Man, comme oh, Tobey Maguire, voyons là, dans le film. Oscar du meilleur baiser. Là, je vois Robert Downey Jr. qui commençait avec Iron Man, qui était peu connu. Ben, peu connu, c'est pas vrai. Il a toujours été connu, mais c'était une époque qui se remontait, comme tu disais. Et que tu vois des curés qui ont des drôles de tendances. en soufflant les bougies, en prenant les croix, en se priant mutuellement. Et à la fin, tu vois qu'ils se regardent.
Il touche il se touche les doigts doucement et la bande-annonce se termine là-dessus. Comment il s'appelle le film déjà dans le... c'est... Attends, c'est Satan, c'est... Va chercher, c'est trop drôle. Tu vas l'avoir à la fin complètement, je pense. À la fin complètement. C'est Satan quelque chose, descend encore plus bas. Autour du film, monte. Ici. Attends une minute. On avait ici, excusez. Ah, ouais, L'allée de Satan. L'allée de Satan. Ah, moi, ça me faisait rire. Écoute, mais ça finit, ça dit... T'as Tommy Bugger qui dit « J'ai été très vilain. » Oui, c'est ça. Non, j'ai été très, très vieux. Ouais, j'étais très très vilain. Oh. Puis c'est genre, dans un monde où la différence ne peut être acceptée. Puis tu vois, les deux sont regardés avec des regards full émotionnels. Puis te rappelles- Je vais aller avec l'autre bande-annonce, Ouais, parce qu'il y en a 3 au total. Jack Black, justement, quand je faisais référence à un arbitre ou à un professeur Plutonio, je sais plus trop quoi, de Eddie Murphy, justement, lui, qui est comme déguisé 5 fois autour d'une table et qui joue des gros, là, vraiment des personnes très obèses qui font des jokes de pète, de bouffe puis de rot. c'est la famille Gros Lard, tout le genre. Ouais, c'est ça, puis ça prouve que, tu sais, mettons, ça devait être la même affaire pour Eddie Murphy. La drogue, l'argent, ben tu prends des décisions de merde comme choix de film, tu sais. Ouais. Fait que c'était... C'est pour chaque annonce, t'as le fond vert, mais au début t'as comme un studio genre Fox, Paramount. Ouais. Celui-là, je pense, c'est genre le logo de la Maison Bleue. En tout cas, là, ça dit la famille la plus aimée de l'Amérique est de retour cet été pour une deuxième fois. C'est très drôle. Je serais curieux de voir si, mettons, les parodies de ces bandes annonces-là viennent de vrais... S'il y a des vrais studios qui ont réalisé des films semblables, là, tu sais. Je serais curieux. Mais bref, le film commence de même. C'est assez original. Ça met la table, hein. Puis après, le film commence, puis là, t'as droit à une scène d'action digne des films d'action hollywoodiens. Genre, là, ça se passe au Vietnam, puis là, t'as des explosions, puis là, tout le monde tire partout, des morts, des tirs d'hélicoptère. T'as Jack Black qui mange une balle, t'as Jay Baruchel qui son ventre explose, puis Les organes en vol tout bas. Puis je me rappelle parce que je connaissais pas ce film-là. Fait que j'étais comme, voyons là, tabarouette, le film commence qui nous montre que tous les personnages meurent au début. Puis t'en as un qui pisse le sang, t'as juste Robert De Niro qui est dans lui, puis il y a plein de ça dans la face, puis genre non! Je pense que ce film-là était pensé pour le monde qui ne connaisserait pas le film. Ah, écoute, c'est tellement drôle. Puis là, ils sont sur l'hélicoptère, ça arrive au partir, c'est full épique. Tu dirais une scène de fin de film d'action. Puis là, t'as juste, il est là! Puis t'as juste Spencer qui se lève à travers la forêt, puis il avance. Puis il mange des balles. Pendant genre 10 minutes, même Ah, c'est super long. Puis il avance, genre, puis il gigote. Il en meurt pas, hein? Il en meurt pas. Il finit sur une roche, oui. Il tombe à terre, puis t'as genre juste Robert De Niro, il fait comme, couvrez-moi. Puis il sort avec un pistolet, puis qu'on s'est tiré partout. Mais Puis ce qui est fantastique de cette scène-là, c'est que oui, t'as des explosions en arrière, tout ça, mais t'as quand même Jack Black qui est comme accroché en arrière dans l'hélicoptère, puis qui spin. t'as Jake qui a le ventre ouvert, plein de sang. C'est vraiment drôle. Puis le plus drôle, c'est qu'il arrive pour le sauver, puis t'as juste une grenade qui arrive de nulle part, puis t'as juste Ben Affleck qui saute pour se sacrifier, puis il bloque avec ses deux mains, puis il tombe à terre, puis l'autre fait comme, est-ce que ça va? Puis il fait, je sens plus mes mains. Il fait comme, je voudrais, on va faire pour retourner en Amérique, je vais t'apprendre à jongler, puis il check ses mains, puis il a comme plus de mains. Wow. Écoute, la scène est full dramatique, puis c'est là que le film prend son vie. Et que Danny McBride part les explosions, sans Ouais. voir le... Parce que là, il essaie de faire la scène, puis le Robin, trop émotionné, il est comme des larmes, puis tout, puis à la fin de broyer, puis l'autre, il Ben comme, j'aurais toujours voulu te dire, j'aurais toujours voulu te dire. Il est comme, ah, coupé! Ouais, puis il regarde l'autre, il crime, il me babe dessus. Il est comme, t'es-tu capable de pleurer? Il fait, t'es-tu capable de pleurer? Il fait, ben oui, je suis capable. Il fait, ben, il y a si leurs frères sont pas capables, t'as Jack Black qui est pendu comme. Là, c'est que ils se font comme couper, puis là, l'autre il pense qu'il y a une scène d'action, puis il fait exploser des explosions. Puis c'est que le film commence. Tu réalises que c'est un tournage d'un tournage. Ouais, parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'en fait, le réalisateur du film il va être comme confronté à Tom Cruise qui va Grossman. ça qui va lui mettre la pression. Fait que là, il vient, bah ok, on va faire comme le film aurait dû être. Fait qu'ils amènent vraiment les 4 gars, les 5, c'est les 5, dans le bois, disant, bah écoute, ils vont vivre le Vietnam. Ils ont mis des caméras un peu partout. C'est bizarre qu'ils n'aient pas vu le village, mais en tout cas, c'est un détail. Là. On appelle ça un détail. Là. Ouais, mais bref, c'est ça. Puis dans le fond, l'équipe vont penser qu'ils vont être filmés tout le long, que tout est stagé. Et malheureusement, le réalisateur va piler sur une mine après genre 10 minutes du film. Bam, il explose. Puis t'as genre Ben Stiller qui trouve la tête, qui poigne la tête. Puis qui voit toute la chair qui sort du cou. Puis il est comme, yeah! Puis il met ses doigts dedans. Il fait du faux sang. Les effets spéciaux sont fous. Puis il est comme, il est rendu réaliste le sang. Hein? Il met son gun, puis là en parallèle, t'as juste les Vietcong qui font, mais ils n'ont pas peur de la mort. Ouais, c'est ça, parce que t'as la gang qui s'en vient, qui sont dans le bois, puis qui arrivent pour les attaquer. Puis là, les gars font juste tirer dans le bois, genre random, pour faire croire que. Faire la scène. Il y a une petite scène justement que tu as skippé, c'est quand il introduit Lee Grossman, la première fois qu'on le voit, ils sont en meeting pour parler du film. Puis là, tout le monde est là, puis là, la caméra fonctionne, puis il est comme, ok, il est où le réalisateur qui était là? Fait, il est où le chef mécaniste? C'est toi? Ok, toi? Oui, tu t'en vas te frapper. Donne-lui un coup de poing dans la gueule, il est comme, vraiment, là, t'as regardé comme, vraiment? Là, il le frappe pour vrai, il est comme,
Bon! Là, toi, là, tu vas m'expliquer pourquoi ça marche pas. C'est malade. Mais là, écoute, si on commence d'abord, on finira jamais la Non. critique du film, là. Écoute, il y a tellement de scènes cultes. Mais ouais, C'est un début qui... quand ils partent dans la jungle puis ils pensent qu'ils tournent un film, il y a un doute au début qui se plane. Mais l'acteur qui joue par Mencella est tellement motivé à faire son film parce qu'il veut remonter la pente. Parce qu'il y a eu plusieurs erreurs, dont le dernier rôtisseur puis Simple Jack, qui est comme il a fait trop leur tour. Là. Oh, ouais. Qui Ça essaie joue de- sa carrière, là, tu sais. Fait que là, il joue sa carrière. Puis là, la première scène d'action, t'as les Vietcong qui attaquent. Puis ils font comme, ah, ok, c'est une scène d'action, faut faire semblant. Fait qu'ils commencent à tirer. Puis t'as juste Mencella qui fait des roulades, qui tire partout. Il piche une grenade. Puis pendant tout ce temps-là, tout le long du film, voyons, Jack Black perd sa poudre pour le nez. Ouais. Hein? Puis il devient en... Comment on appellerait ça? En sevrage. Ouais, pendant ça. tout le long du film. Le personnage est hors de contrôle tout le long. Il va te lancer des pires vacheries, genre « M'a tu sa graine! Fais-moi dans le cul! » Ça finit qu'il se fait accrocher à mener comme une vache. Là. Ouais, mais il dit, il arrive, il pogne Jay, puis il dit, là, tu vas m'accrocher après peu importe ce que je te dis, que je te dis que je vais mieux, que je vais super mieux, c'est de la merde, ok? Tu me laisses accrocher jusqu'à temps que j'ai plus rien dans le foutu casse clair, là. Faut que tu me jures. Il est comme, ok. Puis ce qu'on disait tantôt aussi, c'est le rapper, il a son vice caché. Parce que le gars joue le super the black man qui a genre toutes les filles dans les clips, tout ça, mais finalement on réalise qu'il est sensible et qu'il est homosexuel. C'est dans une des scènes de longueur qui est autour d'un campement, puis là, il dit, Laurent me manque, faut comme, Laurent, t'as-tu dit Laurent? Il fait, non, non, là, J'ai jamais dit Laurent. j'ai dit Laurence, là. J'ai dit Laurence. Non, t'as dit Laurent. Non, j'ai dit, c'est moi, elle me pousser, elle me pousser. C'est drôle, c'est des petites phrases qui font que le film il vient intéressant. Malgré ses longueurs, parce que des fois il va arriver des longueurs, comme on disait tantôt, que justement au campement, des fois ça s'étire, puis ils vont aller chercher comme des affaires émotionnelles qui ne fit pas dans le film, mais genre absolument pas. Comme, t'as-tu un exemple? Ouais, des fois, les choix de carrière de Robert Downey Jr. ou pourquoi Ben Stiller fait tel film, ils vont souvent aller toucher, genre, ces choses. Ils montrent les stéréotypes de cinéma, là. Je veux dire, même ça, il fait tous les genres de films, là. Mais tu sais, c'est parce que ce qui est drôle, par exemple, c'est que Robert Downey Jr., même quand il vient à des moments qui doit être sensible, il continue à faire son personnage, genre. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça parler de Lee Grossman. Moi, je trouve que c'est C'est une des vedettes du film, là. la première scène qu'on voit vraiment, à part la scène que j'ai nommée tantôt, c'est quand il est dans son bureau. Puis t'as Tommy Maguire qui est voyons, l'agent, puis le meilleur ami de Ben Stiller. Il a peur de perdre sa job, fait qu'il part en courant pour aller chialer après Lee Grossman que Ben Stiller a porté son DVD, fait qu'il est en crise. Fait que là, il va le voir, puis il dit là, tu vas lui dire, ok? Puis là, il montre le téléphone, puis t'entends juste, ici, flamboyant dragon, donnez-nous 1 million ou il est mort. Puis c'est comme, arrête de me niaiser, t'es qui, toi, là? Le Lee Grossman, il attend, puis il répond, fait, ah, flamboyant trou de flanc. Mais c'est parce que c'est drôle, parce que Lee Grossman pogne la ligne, il commence super smooth. Ah, ok, vous êtes telle et telle personne. J'en ai rien à chier, vous êtes une gang de sous-merde. Puis là, t'as le genre, le Vietnamien qui est comme, voyons, il se dit à qui il parle. La face qu'il fait, juste le plan, genre, la plan est comme pris sur le haut, comme en angle un peu. Et que tu vois, genre, c'est gros, sa face parle tellement à Il cet est genre, acteur-là. je vais tellement t'enfoncer mon poing profond que tu vas sortir de la merde jusqu'en dans ta bouche. Le gars, il est comme, je sais plus quoi répondre. Puis il raccroche, il pêche son téléphone, puis comme, voilà, c'est fait. Ok, ça Ben, tu vois, j'ai des faiblesses scénaristiques, c'est que le méchant de ce camp-là, c'est un enfant. Ouais. Ça aurait pu être à la base, ça se veut comme un gag, mais c'est pas bon, là. C'est pas un bon gag. À mon goût, à J'avoue moi, que là, c'est pas le meilleur gag, là. c'est un enfant. Ouh, quel retournement Mais c'est je voulais revenir à la fin du film pour ça, mais je voulais juste finir avec l'autre scène qu'on va voir de Lee Grossman. C'est quand il rappelle une deuxième fois. Puis comme, ok, tout le monde s'en va aller, je m'en occupe. Oui, allô? Oui, ici Flamand Droyon. On demande 10 millions sinon on le tue. Ah, 10 millions. Attendez, je prends note. 10 millions. Si après, je vous enverrai une photo de mon cul, si. Là, il envoie full chier, puis il raccroche encore. J'ai la misère à décrire la scène, mais quand tu l'entends parler, là. Moi, la première fois, Sinon, tu voulais pas voir le film, tapez cette scène-là sur YouTube. Ça vaut la peine, là. la première fois que j'ai vu le film, ce coup, j'ai pas reconnu Tom Cruise. Non, moi non plus. La première scène qu'il envoie chier Mais là. je me doutais que je le connaissais, mais je savais pas où. Ça m'a pris la dernière. Ben, la scène que je viens de nommer pour faire comme. Hey, t'as mis, c'est comme. Hey, c'est Tom Cruise, je suis comme. Moi, What c'est the- quand j'ai vu le générique de fin. Tu Ah, sais, quand ils montent tous les morts avec tous les acteurs pendant qu'ils dansent, là. C'est là que je fais, ah, c'est Tom Cruise. Oh, tabarnak. écoute, c'est surprenant, puis tu le reconnais pas, puis il est tellement drôle dans ce film-là. Là. T'es pas habitué de voir Tom Cruise faire des rôles. En fait, il en fait jamais des rôles de même. Ouais. Seulement, c'est des rôles de badass. Alors, il fait genre le gros poilu chauffe, en tout cas, c'est vraiment drôle. Puis, pour revenir aux acteurs principaux du film, attends, j'ai un blanc, je vais parler de. Ben, si on vient à la scène finale, ben, la scène finale, le méchant qu'on voit vers la fin,
qui est joué par un enfant. Il y a un gag que j'ai aimé quand même, c'est qu'il capture Ben Stiller. Ouais. Puis Ben Stiller, il pense au début, c'est encore des scènes, fait qu'il il fait ses répliques pis tout. Je connais que ça se frappait, Ouais, là. il commence à le frapper, il fait comme coupez! Coupez! là, il commence à le frapper, puis comme genre non, 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 non. Fait qu'est-ce que t'as dit? Redis, ben non, non. Il le refait, puis il dit, dis comme tu l'as dit. Non, non, non. C'est Simple Jack! C'est Simple Jack! Fait qu'ils vont y obliger à faire un théâtre, une pièce de théâtre, qui Basé- doit rejouer sur le film qui est considéré mauvais dans le film, c'est vrai. Ouais. Et c'est ça. Puis le gag, c'est au début du film, il parle que le meilleur format pour écouter des films, c'est le Blu-ray. Ouais. Ça cause de la porno puis des jeux vidéo. Puis à la fin, il sort puis il dit ce film qu'on a, c'est Simple Jack, puis on l'a en cassette. Il est comme oh, vous avez mon film en cassette. Il est comme genre yeah. Bref. Puis c'est troublant, c'est qu'à la fin du film, il y a une tournée aussi pour Ben Stiller. Il veut plus partir. Moi, je trouve ça drôle. Oui, mais oui, pourquoi tu veux pas partir? Tout le monde est comme gros, tu te fais tirer dessus, tu te fais bombarder, tu te fais frapper, Puis genre, tu fais rester. j'ai un enfant. J'ai un enfant, puis je peux tourner, je fais des 5 pièces de théâtre par jour, j'ai un public. Il est genre rendu plus là. Mais la scène d'action qu'ils vont libérer, j'ai aimé le rôle, parce que là, dans cette scène-là, Robert Downey Jr., il surjoue encore plus, parce que là, il fait un asiatique, il fait un blond aux yeux bleus, qui joue un afro-américain, qui joue un asiatique. Mais il était là avec son foulard dans la face, là, Il est comme, il est genre pas crédible pour deux il scènes. dit n'importe quoi. C'est vraiment très drôle. Puis il dit, justement, il dit, t'es capable de parler chinois? Il dit oui, pour un rôle que j'ai fait pour chinois, j'ai travaillé 8 mois dans une usine de textile. C'est raciste. C'est pas le raciste, mais c'est stéréotype parce que lui, c'est genre l'acteur classique, tu sais, qui se met à profond dans son rôle, là, qui Oh, vit à ouais. fond. Donc j'avais bien aimé ça. Puis j'ai aimé quand même les scènes d'action qu'il y avait dans le film, dans le sens qu'à la fin, il y a des explosions, tout ça. Je trouve ça quand même bien fait, tu sais, c'est une comédie. Oh, oui, c'est ça, Ben Mais l'allure, tu sais, là. les tirs pis tout ça, je trouvais que c'était quand même bien chorégraphié. Reste, le film est super bon. J'ai mis aussi le clin d'œil à la fin de la fausse scène des Oscars où il gagne enfin son Oscar. Oh, ouais. Puis t'as l'autre acteur qui est le père d'Angelina Jolie qui est comme, il pense être en liste par le prix. Puis là, c'est l'autre qui gagne. J'avais bien aimé ce clin d'œil-là. Je pense qu'il y avait Mark Wahlberg aussi dans. Je suis sûr. J'ai un doute là. Mais bref, il y a plein on a skippé beaucoup de scènes, il y a plein de scènes clés dans le film qui sont très drôles. La fin aussi que je parlais tantôt, c'est Tom Cruise qui a pensé, c'est que pendant qu'il était déguisé, il s'amusait à danser sur Ah, c'est la scène que je voulais te parler. À un moment donné, il décide de pas sauver le personnage de Ben Stiller. Puis là, il essaie de convaincre l'agent, il dit écoute la musique, là, il part la musique, puis il commence à danser, il dit je te parle d'un jet! Je te parle de plein d'argent! Puis il commence à danser, puis à chanter, puis il est comme ok. Puis il dit, là, la misérette le regarde, il fait attends, juste pour comprendre, tu veux que je te sacrifie mon meilleur ami pour un jet puis une poignée d'argent? Il est comme, c'est cela. Il est comme, attends, un vrai jet, là, que l'équipage tout. C'est cela. Moi, j'ai bien juste son c'est cela. Puis bref, cette scène-là a inspiré la finale du film où il se met à danser tout seul dans son bureau sur la musique parce que quand il s'est déguisé, il trouvait son personnage drôle. Fait qu'il a commencé à faire des mouvements, voir qu'est-ce que ça donnait. Puis il a commencé à danser, puis les gens trouvaient ça tellement drôle qu'ils ont s'est inspiré à la fin du film. Donc c'est pour ça qu'à la fin, pendant la journée qu'on le voit danser pendant un bout, je trouve ça très drôle. Et petite parenthèse, on le mentionnait tantôt dans le non-spoilers. On dit qu'il y avait un retournement de situation sur le personnage de Nick Nolte. Dans le fond, c'est qu'on apprend finalement depuis le début que son histoire, c'est tout bidon, qu'il n'y a rien qui est vrai, puis ses bras, ben, il les a encore. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il attaque quelqu'un, il fait gros, tes bras, ils ont repoussé! Mais ils font rire, il y a deux trois reprises de Jack Black quand ils vont le sauver à la fin. Il embarque sur le camion avec Jack Black. Jack Black il fait hey, tes mains ont poussé! Elle revient souvent, mais elle est bonne. Bref, t'as-tu autre chose que tu veux rajouter? Je pense qu'on a animé quand même pas mal d'éléments intéressants du film. Je pense que c'est le moment de la note. Donc je vais te laisser aller, je suis curieux de t'entendre. Écoute, moi, c'est pas un film que je trouve parfait. Malheureusement, sa longueur pénalise beaucoup la qualité du film. Et je te dirais que des fois, justement, quand le film décide d'aller dans l'émotion, c'est pas du tout. Même Robert Downey Jr., ça s'applique vraiment mal, probablement, parce que son personnage est comme trop, là. Il fait 3 personnages à la fin, il fait un asiatique, là. Ouais, c'est ça. Le film aurait pu être encore une coche au-dessus, encore plus autodérisoire, mais s'en sort vraiment bien. C'est un vraiment bon divertissement. Puis je suis sûr que s'il passe à la TV, c'est le genre de film que vous le partez. Faites, ok, on va l'écouter jusqu'à la fin. Où que je vais donner ma note, je pense que tu seras pas d'accord avec moi, mais je me fais pardonner. Je donne un non, c'est pas vrai. Je donne un 3 sur 5 facilement. C'est acceptable. Je m'attendais à pire de ta part, là, comme d'habitude. Tu sais, dire, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film-là. Non, mais J'aurais aimé l'aimer. le film il est loin de la perfection, mais il est loin aussi de la déception, genre. C'est un bon divertissement. Comme ça, je peux gêner avec toi, surtout que ça fait partie de mes tops de comédie. Ouais, c'est ça, je Moi, je m'attendais. donne amplement un 4 sur 5 pour ce film-là.
Tu lui donnes carrément un excellent. Là. Ah, écoute, j'ai frôlé de donner 4.5, vois-tu. J'ai frôlé. Mais je me suis abstenu parce que oui, il y a quelques petites longueurs qui peuvent nuire au film. Quelques petits problèmes aussi dans les personnages. Des fois, ils surjouent, comme tu dis. Ou des fois, il y a des scènes que c'est un peu absurde. Mais il reste que l'ensemble du film est une œuvre unique en soi, qui est très drôle, très bonne. Voir qu'ils ont pensé à une idée de même, c'est très original. Ça fait penser, quand j'en avais parlé à mes parents de ce film-là, il y a pas longtemps, ils m'ont parlé que ce film-là est inspiré d'un autre film, de film français qui date des années 60-70. Ah ouais, ok. Où que c'est le film, on suit un réalisateur qui essaie de monter une pièce de théâtre avec un paquet d'acteurs, puis ça marche pas. Tous les acteurs, c'est des têtes enflées, puis c'est les plus grands acteurs français. Puis c'est très un peu même genre, ils ont chacun des idées folles. Non, c'est pas Hamlet. J'essaie de voir si tu veux. Non, c'est pas Hamlet. Bref, j'ai une 4 sur 5. C'est rendu le mot de la fin, donc première chose à vous dire, c'est que on a déjà dit ce qu'on va parler la semaine prochaine. On va parler de la série de Netflix de Defender, parce qu'on l'a écouté tous les deux. Ouais. C'est une série que j'attendais avec impatience, donc j'ai hâte d'en parler. On en a parlé un peu tantôt. Moi, Et je m'attends pour une fois à avoir une plus grosse note que toi. Je serais curieux de voir ça. Écoute, toujours intéressé de voir si t'es plus généreux que moi. Et bref, vous pouvez nous suivre toujours sur Facebook, Twitter, iTunes, RZO, YouTube, DJ Pod, RZO, Balado Québec, Pod Québec. Pod Québec, la Ligue des Cinévores toujours. Vous pouvez me suivre moi, Mathieu Belprévost, sur mon Facebook, et Max sur son Facebook et son Twitter, Max Taillon. Alors bref, on vous dit à la semaine prochaine et restez à l'afflux.